Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous découvrir aussi nombreux ce soir pour ce deuxième événement du département conférence de l'association Pixel. Alors, pour vous donner un peu le contexte, vu que certains d'entre vous nous découvrent encore, Pixel, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui est née il y a à peine un peu plus d'une année au sein de l'université et qui veut à la fois promouvoir la culture vidéoludique à l'UNIL et à l'EPFL en organisant, entre autres choses, des événements comme celui-ci, mais plus largement d'autres activités qui vont du journalisme, jeux vidéo, en passant aussi par des événements jeux, dont d'ailleurs un que nous aurons très bientôt, on espère aussi vous y retrouver. Alors, voilà, juste pour cette petite page de publicité. Maintenant, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Vous dites-vous peut-être. Bien, je vais vous dire. Alors, pour ce deuxième événement conférence, en fait, nous avons décidé de donner la parole à différents étudiants qui ont réalisé de magnifiques travaux dans le champ du jeu vidéo, plus précisément sur des questions de sociologie, même plus précisément de méthodes de recherche en sciences sociales sur les jeux vidéo avec des thèmes très variés. Et pour nous, on se disait que c'était vraiment du caviar d'avoir à la fois l'occasion de parler du thème qui nous est cher, tout en ayant l'occasion de saluer le travail d'enseignants qui décident d'intégrer ça comme objet d'étude pour donner aussi l'envie aux étudiants, et en plus de pouvoir saluer le travail des étudiants qui, voilà, pour avoir eu l'occasion d'aller les suivre dans le cadre du séminaire dans lequel ils ont travaillé, on sentait qu'il y avait beaucoup de motivation et on était très heureux de les inviter ce soir. Et c'est précisément ce qu'on va faire, mais pour présenter un peu plus précisément le séminaire en question, je vais appeler par ici Philippe Gonzalez, qui aura l'occasion de vous présenter un tout petit peu le séminaire, ses objets, et après je reparlerai de nos invités de ce soir qui sont d'une part les personnes qui vont faire la présentation et d'autre part les personnes qui vont venir discuter. Viens seulement me rejoindre, Philippe. Bonsoir, je suis Philippe Gonzalez, maître d'enseignement et de recherche en sociologie de la communication. Et puis j'ai la chance en fait chaque année de donner un séminaire de méthode consacré à l'apprentissage de l'ethnographie. Je vais revenir sur ce mot tout à l'heure. Et puis cette année, on a décidé de travailler sur les jeux vidéo. Chaque année, on s'intéresse à une pratique culturelle qu'on essaye d'observer de façon directe. Par les années passées, on a travaillé sur les musées, sur la bande dessinée, sur la scène musicale locale. Et puis cette année, on s'était dit, pourquoi pas les jeux vidéo? C'est un phénomène en pleine expansion. Et puis surtout, il y a un domaine d'études qui est en train de se constituer en sciences sociales autour des jeux vidéo. Donc on avait la masse critique à la fois du point de vue scientifique et puis du point de vue des pratiques. Inutile de dire qu'il y a suffisamment de pratiques pour aller les observer. J'aimerais remercier un certain nombre de personnes pour cette invitation. Tout d'abord l'association Pixel. C'est vraiment très très chouette d'ouvrir un espace pour présenter certains des travaux, pas tous malheureusement, mais certains des travaux qui ont ponctué ce séminaire. Et je dois dire que la plupart des travaux étaient vraiment d'excellente qualité. C'était très difficile de choisir lesquels on allait retenir. Donc voilà, il n'y en a que 3 malheureusement qu'on entendra ce soir, mais on aurait pu multiplier les soirées comme ça. Merci aussi à Mathieu Thomas qui est mon assistant et avec lequel on a conçu ce cours. Et je pense que s'il a si bien marché, c'est parce que aussi entre enseignants, la mayonnaise a bien pris. Et puis surtout, j'aimerais remercier les étudiants qui se sont magnifiquement livrés à l'exercice et qui ont. C'est un séminaire extrêmement exigeant et c'était pas évident. Pour eux, ils ont beaucoup investi et je crois que vous le verrez, ça se traduit dans la qualité de leurs travaux. L'ethnographie, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode d'observation directe qu'on pratique en sociologie ou en anthropologie, on peut dire les deux. Donc c'est le séminaire avec pour premier objectif de former les étudiants à ces analyses fines, et vous verrez la qualité du grain de leurs analyses qui vont à la fois de l'expérience personnelle du jeu vidéo jusqu'à la constitution d'une économie, d'une industrie du jeu vidéo, et ils ont réussi dans bien des cas à tenir ces deux pôles, ce qui n'est pas facile. Et on s'est intéressé en fait au monde de l'informatique comme un monde de l'art,
ou comme un monde culturel depuis sa production. Donc on a eu des groupes qui ont travaillé sur des concepteurs de jeux vidéo jusqu'à sa réception et sa pratique. On a des groupes qui ont travaillé de façon extrêmement fine sur le jeu dans les salons, hein, chez soi, entre copains, jouer à FIFA par exemple. Donc on a des descriptions très très bonnes sur comment on joue à FIFA, comment on se vanne autour de FIFA, comment... Voilà. On a eu des travaux aussi sur l'utilisation thérapeutique de jeux vidéo au CHUV, travail remarquable que malheureusement on ne pourra pas entendre ce soir. Des travaux aussi sur les magasins, que ce soit les grandes surfaces ou les lieux spécialisés, pour voir comment se développe une culture du jeu vidéo. Et y compris aussi dans des cafés. Je vois un des membres aussi d'une équipe qui a travaillé sur un cybercafé. Je ne suis pas un spécialiste des jeux vidéo, j'ai pas cette prétention-là. Par contre, on a pris appui sur des travaux de spécialistes qui aujourd'hui, dans le monde francophone, commencent à avoir véritablement un écho large. Je pense aux travaux de Manuel Boutet, de Fanny Georges, de Vinciane Zaban, de Michael Perret qui est ici et qui nous a rejoint aussi pendant le cours et qu'on pourra entendre tout à l'heure. Donc c'est des travaux qui sont importants et qui montrent, je pense qu'on a affaire à un domaine qui appelle à se consolider en sociologie ou en sciences sociales. Et j'étais très content de participer à quelque chose comme une première institutionnalisation de ce domaine à l'université. J'espère que dans les années à venir, il y aura des chaires qui seront consacrées à ces domaines-là dans notre institution. Voilà, j'en ai fini pour ce soir et je me réjouis d'entendre les travaux des étudiants. Merci. Merci à Philippe d'avoir excellemment bien amené la suite des festivités. Alors, entre autres choses, tu as réussi à déjà le dire, nous aurons des discutants, notamment Mathieu Thomas qui est par ici et Michael Perret qui nous a fait l'honneur de venir aussi pour discuter, mais encore un troisième larron, à savoir Grégory Tonnet, que nous sommes très contents aussi d'avoir parmi les discutants, qui nous apportera un éclairage peut-être un peu plus philosophique vu que c'est plus son orientation, mais on sera très content de l'écouter aussi commenter les différentes interventions. Maintenant, pour ce qui est de parler du plat de résistance, vu qu'il s'agit quand même de parler de nos conférenciers qui nous font l'honneur d'offrir de leur temps. Alors, nous avons 3 équipes d'étudiants qui viennent présenter ce soir. Tout d'abord, nous aurons Delphine Rumeau, Thomas Bolshauser et Guillaume Guéna, j'espère que je prononce correctement les noms, qui vont nous parler de Foldit. Si vous ne connaissez pas Foldit, vous allez pouvoir découvrir ce que c'est grâce à eux. Puis ensuite, Sébastien Zürcher viendra nous parler du jeu vidéo indépendant. Et enfin, en espérant qu'on va être pile dans les temps pour le voir arriver, Romain Altenbach-Berthaud nous parlera des My Insanity. Si vous ne savez pas de quoi il est question, là encore, grande découverte tout à l'heure. Alors je vous propose de commencer en accueillant nos premiers intervenants s'ils se sentent prêts. On les encourage. Je vous remercie bien. Merci pour l'introduction de M. Gonzalez et de l'association Pixel. C'était très flatteur. Ça met peut-être un peu la pression. Donc, moi, je vais vous présenter donc, le travail de Thomas, moi et Delphine. Nous avons travaillé sur le jeu Foldit, qui a été développé par une université, celle de Washington, en 2008, si je ne me trompe pas. Et en somme, c'est un jeu d'énigmes où chaque tableau correspond à une protéine que le joueur doit assembler d'une certaine façon jusqu'à ce qu'elle soit considérée comme stable avant de pouvoir passer au niveau suivant. En fait, le projet initial de l'université, c'était d'utiliser ce qu'ils appellent l'intelligence collective, c'est-à-dire, en gros, utiliser la manière dont les joueurs résolvent les énigmes pour améliorer les différents algorithmes qu'ils utilisent dans leur laboratoire de biologie. Dans notre travail, nous, on s'est plus particulièrement penché sur... on s'est posé la question, comment est-ce que la pratique de Foldit et son encadrement social influencent l'initiation au jeu et à sa communauté. En gros, comment est-ce que jouer au jeu et... parler avec des gens, ça permet de rentrer dans le jeu et dans sa communauté. On s'est basé sur des descriptions et notamment des observations participantes pour faire nos analyses. Et on a analysé les discours de la presse, du forum et du chat également.
Je vais vous présenter la première partie qui est pour vous montrer comment est-ce que, en gros, le joueur apprend une bonne manière de jouer dans les tout premiers instants du jeu. Delphine, après, va vous présenter le lien entre la communauté et la création d'un style particulier de jeu. Et Thomas reviendra à la fin sur les enjeux liés au récit global qui entoure le jeu. Donc, dans la première partie de notre travail était de démontrer comment le jeu... Je peux encore revenir en avance? Merci. Le jeu oriente l'apprentissage du jeu. Avec nos observations, on a déterminé trois phases d'apprentissage. La première, c'est celle qu'on a appelée de trifouillage. C'est le moment où, je pense que vous l'avez déjà expérimenté si vous avez joué à un jeu, où vous entrez dans l'interface et vous ne savez pas trop ce que vous faites, vous testez les choses un peu au hasard, et vous êtes guidé par les instructions du jeu. On voit que on a observé que le joueur est orienté dans sa pratique soit par des récompenses, comme ici, des messages venant du jeu, ça peut être des musiques, ça peut être toute une série de sensations ressenties par le joueur, ou simplement par le fait d'avancer dans le jeu. Et on a aussi, la pratique est aussi orientée par des punitions. Ça peut être soit le fait d'être bloqué dans le jeu, soit par l'apparition de problèmes. Est-ce que tu peux revenir juste à l'image d'avant? Comme par ici, l'espèce de boule rouge avec des picots. À ce moment-là, en fait, on rentre dans la deuxième phase d'apprentissage du jeu, qui est celle de la façon dont le joueur interprète les différents éléments qu'il va trouver à l'intérieur de l'interface. Cette partie du travail montre que le fait de jouer, ça se base sur un ensemble de représentations qui sont partagées à la fois par les développeurs et par les joueurs. Par exemple, ici, juste par l'apparence de l'espèce de boule rouge, qui me fait penser un peu intuitivement à un virus, par exemple, on sait que ça fait office d'ennemi. Et c'est ce qu'on entend par représentation. Et les instructions viennent après pour expliquer, par exemple, comment s'en débarrasser, et un peu plus expliciter quels sont les buts du jeu. Mais cet ensemble de représentations, ça permet de donner un sens au jeu et de pouvoir se projeter plus loin dans la pratique pour le joueur. En ce sens, même en jeu solitaire, il peut être considéré comme une interaction sociale entre le joueur et les développeurs. Et je pense que c'est un bon contre-argument à ce qu'on peut souvent poser pour le jeu vidéo, que c'est une activité solitaire, asociale. Parce que même en jouant tout seul, c'est un échange entre plusieurs personnes. Et la troisième phase d'apprentissage qu'ont démontré nos observations, c'est une phase d'objectivation. En fait, les réussites et les échecs du joueur sont objectivés par une barre de score qui apparaît tout en haut, ici, vous pouvez voir, et qui est le dernier juge pour dire si le niveau est terminé ou pas. Donc peu importe à quoi ressemble votre molécule, si vous la trouvez jolie ou pas, c'est le score qui va déterminer si vous avez bien joué ou pas. Et le joueur on a remarqué avec toutes les observations qu'il y a une pratique qui s'uniformise, que le joueur utilise la barre de score pour se situer dans sa progression. Et c'est comme une espèce de contrainte ultime pour uniformiser la façon de jouer du joueur dans les premiers instants, au moment où il apprend l'interface. En plus de ça, le score, c'est une objectivation de l'expérience, c'est-à-dire qu'au-delà simplement du jeu, par exemple dans la communauté, c'est lui qui va faire office de... qui va montrer l'expérience d'un joueur, et c'est très important, on verra plus tard que c'est très important dans les différentes interactions sociales qu'il peut y avoir, soit au sein du chat que vous voyez ici en bas à droite, pas dans cet exemple ici, mais et aussi dans le forum par exemple, et sur le site officiel. Donc avec nos observations, en fait, on a complété la notion de style de jeu, qui est notamment développée par Manuel Boutet, qui s'intéresse à la façon dont la pratique du jeu est modelée par la situation sociale du jeu, de la situation de jeu, et les répétitions de situations agréables, le fait de réussir un niveau, comme les expériences esthétiques dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, lui, il dit que voilà, la façon de faire un jeu, elle va différer si on joue à Diablo dans une arcade où le code du jeu est craqué, que si on joue tout seul chez soi, on aura des expériences différentes et on va chercher à avoir un style différent. Pour Boutet, en gros, la règle du jeu, elle ne fait pas tout le jeu, elle dépend énormément de l'inscription sociale, mais elle présuppose l'idée que le joueur il maîtrise déjà les règles. Et donc nous, grâce à notre travail, on a permis d'affiner un peu ce qu'essaye de dire Boutet en proposant le concept de proto-style, c'est-à-dire le moment où la pratique est progressivement intégrée par le joueur
et qui tend à s'uniformiser, par exemple avec le score, où tous les joueurs qui commencent auront peut-être une façon de jouer complètement différente, mais dans les premiers instants, ils seront forcés plus ou moins à adopter une même façon de jouer. On voit que justement cette pratique est influencée donc par les expériences directes dans le jeu ou un ensemble de représentations partagées avec les développeurs, les règles et les interactions dans la communauté, qu'il peut y avoir dans la communauté, et c'est la partie dont on va parler Delphine maintenant. Ouais, donc en fait, Foldit est souvent décrit comme un logiciel utilisant l'intelligence collective, comme l'a dit Guillaume, et donc basé sur l'idée d'un ancrage social de la pratique du jeu. Et en fait, il y a différents médiums qui rendent possible l'interaction autour du jeu, et on s'est intéressé ici au chat et au forum. Et on a pu observer un phénomène de distinction entre les joueurs qui se met en place entre les joueurs néophytes et les joueurs expérimentés. Et ces phénomènes, en fait, reposaient principalement sur l'appréhension et la reconnaissance d'une compétence objective, comme l'a dit Guillaume, donc par exemple donc des compétences qui sont reconnues par tout le monde, comme le score ou le temps de jeu, donc est-ce qu'on est un joueur expérimenté, est-ce qu'on a déjà beaucoup joué ou pas. Et puis, donc on a observé une hiérarchisation de ces compétences, ce qui permet au groupe joueur de mettre en place des référents de valeur. Et donc le néophyte s'y compare et peut ressentir un lien avec ses compétences, enfin, et peut ressentir en lien avec ses compétences objectives, donc le score, une compétence aussi subjective, et donc par exemple le fait qu'ils connaissent ou reconnaissent des codes et des références qui sortent du cadre de la pratique. Donc pas seulement des compétences objectives, mais aussi des compétences subjectives qui entrent en jeu. Et donc ainsi, de la mise en place de référents de valeur autant objectifs que subjectifs, on a pu observer justement une mise en place d'une structure qui assure la légitimité de la participation à la communauté de jeu, donc de la part du joueur néophyte. Et donc, dans la construction d'un groupe avec des référents de valeurs communs. Et donc, il y a une intégration à la communauté par la communauté. Et on a pu observer que le jeu et la communauté de jeu, elles sont liées au forum. Elles sont liées sur le forum. Et donc, il y a une façon de jouer, mais il y a aussi une façon de s'amuser. Donc, la façon de jouer, ça sera plutôt en rapport avec les valeurs objectives. Et puis, la façon de s'amuser, ça sera plutôt en rapport avec les valeurs subjectives. Et les deux s'additionnent. Et en fait, plus on est compétent, plus on se sent intégré à la communauté. Et tout cela peut amener à un sentiment d'hermétisme face à cette communauté. Donc, comme nous, on l'a plusieurs fois expérimenté en tant que joueur néophyte. Et donc voilà. Et en fait, chez le joueur néophyte qui va faire l'expérience de ce protostyle, comme l'a expliqué Guillaume, en fait, ce protostyle il est aussi guidé par des référents collectifs appréhendés. Donc, qu'on appréhende le fait d'avoir un certain score, etc. Et puis donc le joueur néophyte va subir ou non cet hermétisme. Et donc on peut voir que l'appréhension de ces codes d'une certaine pratique permet de guider le protostyle vers une maîtrise technique, donc une compétence objective, ce qu'on voit au milieu, l'intériorisation, qui est relativement homogène entre les néophytes. Et puis l'intériorisation de ces codes permet ensuite de plus de ressentir une compétence subjective et donc une légitimité à faire valoir l'expression d'un style de pratique particulier, ce qui entraîne par la suite une diversification des styles, donc par exemple le style comme le style que décrit Boutet. Et puis on a remarqué que cette communauté Foldit, elle est aussi soutenue par d'autres espaces médiatiques que le jeu en soi, mais il y a aussi un espace de jeu en fait hors jeu, et que ce dispositif de rencontre hors jeu dans Foldit, en fait, il est assez restreint pour le joueur néophyte. Sa participation à la communauté Foldit, qui en fait regroupe un en-jeu et un hors-jeu, elle n'est pas tout à fait complète. Et puis ce qui est intéressant avec Foldit, c'est que contrairement aux joueurs de jeu en réseau, en fait, les joueurs de Foldit, ils ne font pas partie de la construction d'un récit de jeu.
et donc d'un hors-jeu qui se construit dans le jeu. Mais bon, Thomas va en parler plus tard. Et le récit qui est partagé par le joueur de Foldit, il se trouve en fait à un autre niveau, la construction d'un dialogue entre jeu et science, parce qu'en fait tout l'intérêt de Foldit, ce à quoi les concepteurs de Foldit s'intéressent, c'est en fait ce rapport entre jeu et science et comment faire avancer la science à travers le jeu. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu justement de ce récit. Donc, pour commencer, je pense que vous avez un peu vu qu'on a fait comme un zoom en arrière, comme un dézoom. On a commencé vraiment par la confrontation avec l'interface, donc le jeu même. Ensuite, on a parlé un petit peu du forum. Et puis là, on va vraiment aller plus dans le macro, c'est-à-dire dans le récit qui est vraiment autour du jeu. Le jeu, comme l'a dit Delphine, c'est vraiment un point charnière entre deux mondes, le monde du jeu vidéo et le monde scientifique. Et du coup, le statut de scientifique et de joueur sont tout le temps dans une certaine tension. On peut prendre les différentes presses, la presse du jeu vidéo, la presse spécialisée ou la presse scientifique qui parle de Foldit. Elle va tout le temps utiliser ces deux figures qui sont le joueur et le scientifique. Alors parfois, ça va être pour les mettre en opposition. Les joueurs ont fait mieux que des scientifiques, il y a des articles de presse qui ont dit ça. Parfois, c'est en les mettant comme alliés, les joueurs ont aidé les scientifiques. Parfois, c'est même en mettant une évolution entre le statut de joueur jusqu'au statut d'expert, possible évolution du statut de joueur au statut d'expert, comme le dit un des créateurs du jeu. Donc, on aurait pu s'amuser à se demander pourquoi ces différents discours. On a plutôt préféré voir quelles étaient leurs similitudes. Et comme j'ai dit au début, leur similitude, c'est toujours de parler de ces deux figures et de cette intersection entre ces deux mondes. Finalement, le thème qu'on a utilisé pour ça, c'est le thème de fantaisie partagée. C'est-à-dire, c'est le même thème que celui de récit, c'est-à-dire qu'il y a un récit général qui englobe le jeu Foldit, qui est qu'en jouant à Foldit, on va aider la science. Et on va voir que tout se passe autour de ce récit. D'ailleurs, nous, ça a été l'impulsion pour commencer à jouer au jeu. Pour presque toutes les personnes qui jouent à ce jeu, ça a été l'impulsion. Et puis, c'est aussi le ciment de la communauté de Foldit. Ce qui est assez intéressant, c'est que donc là, on est dans le plus macro possible. Si on revient un peu au deuxième stade, au stade du forum, on s'aperçoit que ce récit devient de moins en moins présent. Par exemple, on a demandé sur le forum, on a parlé de cette dichotomie entre joueurs et scientifiques. Et puis là, une personne expérimentée a très clairement explicité que ce qui différenciait un scientifique d'un joueur, c'était qu'un scientifique était payé alors qu'un joueur ne l'était pas. Et c'est-à-dire que ce récit global, quand on rentre un petit peu dans le jeu, on voit qu'il devient une nouvelle dichotomie qui serait plutôt une dichotomie, donc pas celle de joueur scientifique, mais plutôt celle de sphère privée, sphère professionnelle. Et ça suffit à exclure totalement le joueur de l'idée de scientifique, même s'il peut bien sûr aider la science. Voilà. Et puis, alors là, si on continue encore d'aller au plus près du jeu, c'est-à-dire qu'on rezoome de nouveau, quand on est face à l'interface, comme l'a un petit peu dit Guillaume, la notion de récit, elle n'est plus du tout là. C'est-à-dire que tous les codes du jeu, c'est des codes d'un jeu normal. Le score, les ennemis, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout cette notion de récit, et c'est plus on va sortir du jeu, plus elle sera présente. Il faut comprendre que, principalement, si ce récit est celui qu'il est, c'est pour permettre aussi le modèle économique de Foldit. Comme l'a expliqué Guillaume, c'est avant tout basé sur le crowdsourcing. Donc on pourrait traduire ça par nourri par la foule, c'est-à-dire que c'est la pratique des personnes qui jouent à Foldit qui va donner de la valeur à l'université de Washington, qui va donner de la valeur. Et puis en extrapolant un peu, on peut dire qu'on donne de la valeur au champ scientifique. On pourrait se demander si finalement, étant donné qu'ils apportent de la valeur mais qu'ils ne sont pas payés, il n'y a pas une sorte d'exploitation, etc. C'est une thèse qu'on a mis de côté, on a décidé on a trouvé que pas vraiment, étant donné que d'une part les joueurs prennent du plaisir et surtout d'autre part, on ne pourrait pas parler d'aliénation ou de quoi que ce soit, étant donné que les joueurs non seulement sont extrêmement conscients de ce qu'ils font, mais ce fait-là est même à la base du récit. Le fait de donner de la valeur au champ scientifique, c'est la base même du récit. Voilà. Et puis finalement, alors ce qu'ils ont, c'est pas de l'argent, mais c'est en revanche un grand sentiment de fierté.
la fierté de participer aux sciences scientifiques, c'est tout l'idée de Foldit. Et puis, Foldit l'a bien compris, étant donné que, par exemple, il y avait une histoire où ils avaient pu, grâce aux joueurs de Foldit, trouver une nouvelle protéine qui pouvait aider dans l'avancement de la recherche sur le sida. Et puis dans l'article qu'ils ont publié dans Nature, le fameux magazine scientifique, eh bien, ils ont cité l'équipe de Foldit comme co-auteur de l'article. C'est-à-dire qu'on est bien sur cette notion de fierté qui est l'idée principale qu'elle a derrière. Et voilà, je pense que... Ouais. Sauf si... Ouais. Je fais une petite conclusion ou on arrête là? Vous voulez, on l'a dépassé. Non, je crois que c'est bon. Je pense que c'est bon. Alors peut-être n'hésitez pas à rester encore par ici. Un élément que je n'ai pas mentionné, c'est que évidemment comme le setting a un petit peu changé, on va profiter aussi, si des gens dans la salle ont déjà quelques questions à vous poser, on peut seulement profiter de déjà en entendre quelques-unes, si vous sentez en plus l'envie d'y répondre. Je vais juste souligner encore un élément au niveau des règles. C'est clair qu'on s'entend entre nous dans cette pièce, mais comme nous enregistrons cet événement, nous allons profiter aussi de bien entendre vos questions. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Oui. Merci beaucoup. Le symbole de parole, c'est assez... bref. Donc bravo pour votre intervention. N'étant pas sociologue ou autre, j'ai trouvé ça très instructif. Je me demandais néanmoins dans quelle mesure les joueurs comprennent ce qu'ils font et dans quelle mesure aussi Foldit peut leur fournir des outils pour comprendre ce qu'ils font, ou c'est pas du tout le but du jeu. Ce qu'ils font dans le sens... Dans le sens, parce que si j'ai bien compris, ils bidouillent des protéines et tout, et pour créer des nouvelles protéines. Est-ce qu'ils font ça comme s'ils jouaient au Lego, ou est-ce que derrière, vous avez pu avoir des contacts avec des joueurs qui avaient vraiment un raisonnement derrière avant de tritouiller des protéines, qui se sont dit « Ah, je vais essayer de créer cette protéine ». Justement, ça c'est un point qui est assez intéressant parce qu'en fait, on peut tout à fait jouer à Foldit sans rien comprendre de ce qu'on fait. Il suffit c'est ce qu'on disait, quand on est proche du jeu, le récit perd son importance. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, si on a compris les mécanismes du jeu et qu'on les prend comme vraiment des mécanismes d'un jeu, comme n'importe quel jeu, on peut tout à fait passer les niveaux. Il n'empêche que l'Université de Washington va quand même profiter de ce qu'on fait. Et puis, le récit, le fait de comprendre ce qu'on fait, c'est plutôt le récit global qui englobe, qui fait parler de Foldit, et puis qui va aussi pour beaucoup impulser l'envie de jouer au jeu. Je sais pas si... Maintenant, c'est parfait. Oui. Peut-être juste, est-ce que vous pourriez aller plus en détail sur comment justement la science utilise ces données récoltées sur le jeu Foldit, tout simplement, pour un peu plus d'informations. Oui. Donc en fait, ce qui va on ne s'est pas intéressé en détail, mais on s'est quand même demandé un peu comment ça se passait. Et puis en fait, ce qui va chercher, c'est nos stratégies pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir tel quel des protéines dont on n'a pas découvert comment les plier, et c'est le joueur qui va vraiment résoudre ça. C'est-à-dire que les protéines qui sont envoyées, c'est un peu des exercices, mais la façon dont les gens vont s'y prendre pour résoudre les niveaux, ça va donner des petites stratégies qui sont codées, et c'est ça qui va aider l'Université de Washington. Avec la 3D aussi, non ? Hein ? Il me semblait qu'il y a aussi les ordinateurs, enfin un des arguments qui était donné, que les ordinateurs ne géraient pas bien la 3D par rapport aux humains, et que du coup les stratégies des humains étaient plus efficaces dans un environnement en 3 dimensions. En fait, c'est une mise en... ils mettent ensemble intelligence artificielle et intelligence humaine. C'est ça un peu le but du projet.
il y a aussi un étonnant côté intuitif de l'humain qui quelque part apporte de la valeur sans qu'on sache vraiment pourquoi aussi. Encore une autre question. Donc vous avez les trois, vous êtes lancé à Foldit grâce à ce projet. Quel est l'accueil qui vous a été fait sur les forums, le chat? Disons qu'on était vraiment en tout cas personnellement, vraiment néophytes. Et donc l'accueil était assez hermétique au départ. Et c'est de cette base-là qu'on a pu réfléchir, ok, mais comment la structure de cette collectivité elle se met en place, et puis comment on peut rentrer en fait dans cette communauté Foldit. Vous y êtes parvenu Pas vrai. En fait, on n'a pas atteint le point où justement nos compétences, notre maîtrise technique elle est assez élevée pour pouvoir vraiment faire vraiment partie de cette communauté, non. Alors, déjà, on a fait des observations sur les forums et sur le chat au niveau social pour ressentir cet hermétisme. Ça s'est fait sur déjà le fait qu'on ne comprenait pas forcément les codes utilisés, que ce soit les termes ou que ce soit les catégories ou que ce soit qu'est-ce qu'il y a de la valeur ou qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Le fait de pas, c'est un peu ce qu'on décrivait avant comme appréhension, c'est le fait qu'on ne sache pas vraiment ce qui a de la valeur ou ce qui n'en a pas qui nous faisait ressentir cet hermétisme. Et par exemple, il y avait aussi le fait que une discussion sur le chat, par exemple, semblait aller de soi pour les gens qui l'utilisaient. Ils avaient des conversations, mais nous, on ne comprenait absolument pas. Alors on sait parler anglais, quoi. Mais on n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voulait dire. D'autres posts, par exemple, sur le forum semblaient extrêmement condescendants dans la façon dont ils étaient abordés. C'est un peu tous les indices qui, subjectivement, nous, on a considéré comme hermétisme, qui finalement est assez intéressant dans la façon dont on s'intègre au jeu. Ouais. Il y a juste aussi quelque chose qu'il faut ajouter par rapport à cet hermétisme, je pense pour le comprendre un peu mieux, c'est que même s'il y a plein de points négatifs qui est le fait que justement on soit bloqué, on n'arrive pas à comprendre, il y a aussi une certaine joie devant cet hermétisme, c'est-à-dire que c'est cette impression d'entrer dans un monde nouveau qu'on ne connaît pas. Et je pense qu'il faut aussi parler de ce point positif parce qu'il est aussi présent. Encore des questions? Ce serait la dernière a priori, mais un motivé. Ah, mais c'est super. Alors moi j'aurais un peu une question, c'est peut-être un peu barbant, mais c'est une question surtout méthodologique. Comment vous en êtes arrivé à, on va dire, sélectionner sur le chat les messages qui vous semblaient pertinents pour votre travail, parce que finalement vous n'aviez aucune manière de savoir qui était cette personne, si elle était vraiment, on va dire, quelqu'un du jeu, quelqu'un un peu extérieur au jeu. Comment vous avez, on va dire, fait le tri dans tout cet amas de données? Merci, je fais attention. J'essaie juste de reprendre les moments où on évoque les conversations. Ce sera peut-être plus parlant. Beaucoup de pages. Bon, on a eu un temps assez limité, donc on n'a pas fait une exploration complètement exhaustive du forum et du chat. On a fait ça de façon assez inductive, c'est-à-dire qu'on a fait les observations des différentes scènes qu'on a pu trouver, et on a choisi dans celle-là des éléments qui étaient particulièrement saillants, selon la méthode que M. Gonzalez nous a appris, pour trouver des éléments qui semblaient dire quelque chose du forum. Typiquement, le fait qu'il y ait certains joueurs dans le chat qui énoncent le chat des vétérans, ça veut dire déjà qu'il y a deux chats différents, et qui vient quand même sur le chat des nouveaux pour leur ordonner comment jouer. Ça donne déjà des informations assez importantes sur les rapports de pouvoir qu'il peut y avoir à l'intérieur de la communauté et son fonctionnement. Il y a aussi le phénomène d'autocensure, c'est-à-dire que quand on posait une question, notamment sur le chat, la personne qui nous a répondu, on a vu après qu'en regardant son score et tout, c'était quelqu'un de très habitué. Et puis c'est ce qu'on parlait un petit peu, mais très rapidement, avec la légitimité. C'est-à-dire que de toute façon, les personnes qui vont répondre sont des personnes qui se sentent légitimes à répondre.
Et donc c'est des personnes qui en général ont un bon niveau. Et les débutants vont plutôt poser des questions ou ce genre de choses. Et justement, vous ne pensez pas que justement, ces débutants avaient peut-être quelque chose aussi de pertinent à donner sur leur vision du jeu, où vous êtes vraiment concentré sur les vétérans, ceux qui ont, on va dire, passé ce cap de niveau. Ouais, là, à ce niveau-là, c'était carrément nous les débutants, donc c'est notre perception subjective qu'on a pu mettre des éléments dans l'analyse. Et c'est ça qui était intéressant pour découvrir les moments où justement il y avait un couac, où il y avait un truc bizarre qui se passait. C'est qu'on était nous-mêmes néophytes et on était dans l'action de jeu. Et donc on pouvait observer ces moments où il y avait quelque chose qui se passait d'étrange, de bizarre, quand on chattait avec d'autres joueurs. Merci. Du coup, je vous remercie de les applaudir le temps qu'on donne la parole à notre second intervenant, Sébastien Zürcher. Je prononce juste Zürcher. Justement, histoire que je ne le répète pas faux. Zürcher. Voilà, donc tout d'abord, avant de commencer, je voulais moi aussi remercier M. Gonzalez, Mathieu Thomas et puis l'équipe de Pixel de nous avoir invités, ainsi que Nouria et Nouria qui ont été mes partenaires pendant ce travail que je vais vous présenter. Nous, on a fait une ethnographie sur un studio de développement à Lausanne qui développe un jeu vidéo qui est disponible sur Steam en Early Access. Je vous expliquerai après un peu les termes techniques que je vais sortir. Et ce que nous avons fait justement dans ce cadre. Et tout d'abord, je voulais juste... le développement en jeu vidéo, c'est souvent considéré comme une activité coupée du monde, relativement solitaire, agrémentée par l'image commune de l'ordinateur dans une cave et de personnes antisociales pour lesquelles la machine serait une extension de leurs bras. Alors c'est vrai, en général, c'est souvent assez vrai, mais c'est pas seulement ça. Le développement, c'est souvent effectivement intense et fatigant, on passe d'une deadline à une autre. Souvent, on a pu voir dans nos observations, même si les personnes qu'on a observées étaient bien réglées, il y avait souvent des questions de justement d'énormes stress. Mais c'est aussi que le jeu vidéo, particulièrement celui développé par les indépendants, comme on peut le voir dans Indie Game the Movie ou d'autres films qui parlent du jeu vidéo, c'est un développement qui est souvent risqué, dans un modèle qu'on considère souvent unique, c'est-à-dire qu'on va investir de l'argent, on va développer un jeu, sortir le jeu, et espérer que le jeu se vende bien et pas finir en banqueroute. Et c'est souvent très très difficile et c'est émotionnellement stressant. Donc, en plus, étonné qu'on pourrait la considérer comme une œuvre d'art, elle serait supposée parler d'elle-même, et c'est sa qualité objective qui en ferait son succès. Donc, ce serait par une espèce de logique darwinienne que les jeux bons seraient commercialement viables et les jeux mauvais ne le seraient pas. Mais, et c'est là l'intérêt de tout notre travail, on postule que ce n'est qu'au travers du dialogue avec la communauté et à de nouvelles logiques marketing que le jeu vidéo indépendant actuel, un marché qui est saturé énormément, qu'il est possible d'accéder à une viabilité économique. Et que, de plus loin que ça, le développement n'est pas seulement quelque chose qui se développe en interne, mais quelque chose qui s'inscrit dans un dialogue constant avec les joueurs. Donc, de plus loin que ça, ces nouvelles logiques marketing vont carrément être une opportunité pour les développeurs de réfléchir à de nouveaux modèles commerciaux, tel celui que nous avons étudié, justement l'Early Access sur Steam, l'accès anticipé. Et à un autre niveau, ils sont utiles à réfléchir au changement de l'éclatement du modèle mainstream, que l'on observe depuis quelques années, c'est-à-dire aussi le changement qu'on voit dans la façon dont sont vendus les gros jeux, qui sont non plus nécessairement vendus en boîte tout simplement et c'est fini, mais c'est-à-dire aussi que maintenant on va avoir des jeux avec du contenu téléchargeable payant en épisodes, comme par exemple le dernier Hitman, ou alors les jeux à microtransactions. Donc je vais revenir en arrière à partir de là et simplement vous faire un historique de notre étude de manière assez succincte. Tout d'abord en vous parlant du jeu, dont voici le pitch de base. D'ici quelques siècles, la Terre extrêmement polluée en deviendra invivable. Suite à la découverte d'un vaisseau alien dans l'Antarctique semblant provenir d'Andromède et portant des indications menant à Eden, le paradis décrit dans toutes les cultures humaines, une flotte de vaisseaux est envoyée à sa recherche. Suite à des complications inexpliquées, votre vaisseau s'écrase sur une planète inhospitalière et vous en êtes le seul survivant. À vous de survivre, de reconstruire un vaisseau et de partir à la recherche de l'Eden.
Donc, concrètement, ça va se traduire dans un jeu de style Survival Craft, c'est-à-dire un jeu dans lequel on va se retrouver dans un environnement hostile et où la recherche d'éléments et de construction est essentielle pour votre survie. Donc en gros, construire différents éléments pour vous abriter, pour vous fournir de l'oxygène, à manger, etc. Donc le but du joueur, c'est justement de trouver des matériaux afin de reconstruire un vaisseau, de remplir les réserves du vaisseau, et suite à cela, il sera possible de construire de plus en plus jusqu'à pouvoir visiter d'autres planètes, inviter d'autres joueurs et de continuer l'expansion de son petit empire personnel. Le jeu étant encore en développement, de nombreuses fonctionnalités telles que les modes multijoueurs, de nouvelles planètes et mécaniques ne sont pas encore disponibles. Le but des développeurs étant de créer un univers interactif où les joueurs seront en mesure de faire des alliances et d'augmenter leur niveau face à d'autres factions. Ils sont en attente de pouvoir sortir toutes ces fonctionnalités malgré que le jeu soit déjà sorti. Je vous expliquerai après, mais voilà. Donc on est dans quelque chose qui balance. Si je dois vous citer des jeux similaires, juste en exemple, ce serait relativement Minecraft, que tout le monde connaît, je pense, à peu près, ou Space Engineers, dont ils se sont extrêmement inspirés sur certains éléments. Les développeurs eux-mêmes de Galaxion, le nom donné au jeu anonymisé que nous avons donné là, c'est pas vraiment un jeu très très original au fait. Donc dans ce que nous avons vu par rapport à ce développement de ce jeu, nous avons pu voir 3 phases de développement. Une première peut être nommée comme la phase anonyme du jeu, celle qui se rapproche le plus du modèle unique que j'ai mentionné avant. Donc les développeurs travaillent entre eux et la communauté de joueurs, qui jouera par la suite un rôle clé, n'est pas encore intégré au processus de développement. Donc on développe tout seul, on a investi nos ressources et on investit du temps, beaucoup. Et donc plus loin, lors du lancement d'une campagne Kickstarter que les développeurs vont lancer, le jeu va sortir de son anonymat et se présenter publiquement au travers d'un trailer qui connaîtra un rapide succès, je vais y revenir. La deuxième phase de développement est délimitée comme étant celle pendant laquelle le jeu se fait connaître mais n'est pas encore jouable. Une importante communauté va se former à ce moment-là, dans notre cas, et certaines personnes aux capacités spécifiques, notamment du graphisme, vont se proposer pour venir en aide aux développeurs, de manière gratuite. Et le 5 août 2015, le jeu Galaxion est lancé en Early Access sur la plateforme d'achat de jeux en ligne Steam, ce qui constitue le départ de la 3e phase. Moins de 6 mois après son lancement en ligne et de vente, Galaxion totalise près de 2000 évaluations positives pour moins de 300 négatives et les revenus se comptent en plusieurs dizaines de milliers de francs. Donc nous avons affaire à un succès, ce qui n'arrive pas souvent dans la communauté indépendante de jeux vidéo, je vais déjà le mentionner. La communauté indépendante de jeux vidéo est composée majoritairement d'échecs, de gens qui ne vont pas réussir à rendre leur projet commercialement viable. Donc ce qui est intéressant avec Galaxion, c'est de justement regarder ce qui a permis de rendre un jeu comme ça viable. Donc produire un jeu comme je l'ai dit avant, c'est pas nécessairement synonyme de succès. Si bien sûr le produit est au centre de sa propre publicisation, de nombreux facteurs internes et externes au jeu rentrent en compte dans sa potentielle notoriété sur Internet. Internet étant souvent le seul endroit pour se faire connaître en tant que développeur indépendant. Ces différents facteurs vont main dans la main. Il faut rendre compte du genre du jeu, si c'est un shooter, un jeu narratif, un jeu de plateforme ou encore un survival craft dans le cas présent. J'aime pas ce nom, de son apparence ou de ses fonctionnalités, et dans un deuxième temps de la façon dont sont mis en scène ces éléments dans le matériel publicitaire. Donc comment, en créant un trailer, on va réussir à mettre ces éléments en scène, par exemple. Ou et sur quelle plateforme aussi on va décider de les mettre. Twitter, des articles, un site, YouTube, etc. Et justement par extension aussi des publics choisis, donc c'est-à-dire à qui s'adresse notre jeu. Galaxion étant un produit niche, cela aurait été tout à son avantage. De l'aveu des développeurs même, ils ne cherchent pas à atteindre un public généraliste, ils cherchent juste à attirer les gens qui sont déjà clients de ce genre de jeu. Donc ils vont vraiment poster au début de la publication de leur jeu et quand ils ont lancé la campagne Kickstarter, ils vont lancer toutes leurs informations sur des sites extrêmement spécifiques où justement les gens parlent déjà de ce genre de jeu. Ça va marcher parce qu'en quelques jours, la première vidéo du jeu, elle va atteindre plusieurs milliers de vues et en présent, elle en a 70 000. Donc, ils ont réussi à toucher leur public visé et à avoir une bonne visibilité autour de leur jeu.
Par justement cette bonne cible, ils pourront bénéficier d'une visibilité certaine, mais après, bien sûr, la visibilité n'est pas nécessairement la clé. Il faudra y rajouter un autre élément. Pour vous donner un exemple de visibilité qui ne marche pas, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Cardiff Insane Letters, que j'ai moi-même fait, qui est un jeu narratif que j'ai sorti le 31 en 2014 et que j'ai produit dans le cadre d'un challenge de la communauté du visual novel anglo-saxonne, c'est-à-dire jeu narratif. Et en moins de 24 heures, ce jeu va profiter de plus d'1 millier de vues sur sa page. Ils auront eu accès aux informations principales du jeu, les gens qui l'auront vu, qui étaient d'ailleurs gratuits, et ici ils seront intéressés. Donc on pourrait dire que c'est un gros succès de visibilité d'avoir 1 millier de vues sur une page en moins de 24 heures. Néanmoins, plus de 2 ans après, il reste que le constat d'un échec. Environ 30 personnes seulement y ont joué jusqu'au bout. Et même s'il y a eu des bons retours, il est tombé dans l'oubli, donc dommage. Donc plutôt que de parler de visibilité, il faudrait se demander quelles sont les conditions qui vont mobiliser une communauté autour du jeu et en faire un succès plutôt que parler de simple visibilité. Donc être au courant d'un jeu, c'est bien, intéresser, c'est mieux. Principalement, on devrait parler de réseautage. À notre avis, c'est ce qu'on a mis en avant. S'il faut rendre compte des conditions a priori pour une forte mobilisation, justement, du public et des médias. On a pris une citation de Tom Grotchewak, qui est un développeur indépendant polonais qui a sorti 2 jeux qui sont absolument excellents chez Moacube, qui s'appellent Cinders et Solstice, et qui nous dit dans un de ses articles « Je n'arrête pas de dire que le milieu du jeu indépendant, c'est plus une scène qu'un marché. C'est très important qui vous savez, qui sait à propos de vous, et qui est en mesure ou volontaire pour parler de vous sur Internet. Vous avez absolument besoin de réseauter et de socialiser. » C'était plus joli en anglais. Voilà, au fait, simplement par ce simple idée de réseautage, on va justement avoir qui c'est qui veut parler de qui et qui c'est qui va faire quoi, et on donnera justement une volonté de s'impliquer plutôt que de simplement regarder. Au fait, ce sera principalement la force des développeurs, mobiliser et socialiser au travers d'une campagne Kickstarter qui aurait été ratée. Au travers de cette campagne Kickstarter, ils auront eu beaucoup de visibilité, ils auront pu parler avec des gens et ils se seront fait connaître et ils auront pu, plus loin que ça, et ce qui est très intéressant en particulier avec ce qu'on a pu regarder, c'est qu'ils auront pu utiliser le public comme ouvrier. Les joueurs étaient tellement enthousiasmés par le jeu qu'ils sont venus vers les développeurs pour leur proposer carrément de leur donner de l'aide gratuitement. Tout bénef pour l'équipe et aussi pour les joueurs qui sont apparemment heureux d'être des laquais du capitalisme, mais voilà. Du travail pas cher, une communication plus grande autour du jeu et tout cela avant même une sortie du jeu, ce qui est vraiment ce qui était assez impressionnant à voir pour nous qui ne connaissions que justement ce premier modèle du jeu vidéo. Donc l'Early Access, je vais enfin vous expliquer ce que c'est. C'est l'accès anticipé. Traduit tout simplement. C'est un modèle de vente en jeu vidéo qui est apparu sur la plateforme de vente en ligne Steam, qui est relativement connue. C'est là où on peut acheter des jeux vidéo en ligne de manière très facile. Et il consiste à vendre un jeu encore en développement, avec certaines contreparties pour le joueur. Donc cela, ça veut souvent dire un prix plus bas que sa version définitive, quelques bonus après, genre des armes supplémentaires, et c'est-à-dire juste qu'on peut avoir le jeu en avance, mais que le jeu ne sera pas fini. Donc souvent buggé, avec pas très beau, on va y rajouter des composantes, par exemple le jeu en ligne qui n'y était pas encore quand ils l'ont sorti, etc. Donc si par contre une composante est souvent oubliée, c'est par contre l'investissement et le privilège, comme on dirait, de participer au développement d'un jeu, qu'on pourrait carrément appeler presque un style de jeu, au fait, de carrément y participer. Ce système de vente, il faut souligner, a mauvaise réputation quand même, vu le peu de garanties données à l'acheteur, parce qu'en général, on peut acheter un jeu en early access, mais on n'a pas vraiment la garantie qu'un jour, il sortira en version finale. Suivant certains chiffres, on a vu qu'environ seulement 25% des jeux en early access sortaient en version définitive un jour ou l'autre, donc c'est assez peu. Et même de l'aveu des développeurs, ils ne pensent pas nécessairement le sortir dans un futur proche, ou même pas du tout le sortir pour de vrai. C'est parce que ça les arrange bien. Donc ce modèle de vente, il est intéressant car il diffère justement grandement du modèle dont on a parlé, du modèle habituel.
On est ici dans une optique de créer une base de jeu, puis d'avoir des rentrées d'argent pendant le développement. En gros, financer le développement avec les rentrées d'argent du développement. Avec en plus une aide gratuite de la part des joueurs, il faut le souligner, comme après le simple fait d'avoir eu les joueurs qui aidaient en donnant des coups de main. Maintenant, on a des joueurs qui vont simplement reporter les bugs, les problèmes de structure et de rythme. Et dans l'ensemble, donner de nombreuses statistiques par rapport à l'utilisation du jeu. Le joueur n'est plus consommateur ici, mais il fait partie intégrante du développement du jeu. Donc, c'est vrai qu'on va justement avoir quelque chose. Je tiens vraiment à faire remarquer que c'est vraiment quelque chose de très différent. Et qu'on va justement avoir ce fait que les joueurs deviennent non plus un public, mais aussi des acteurs, renverse totalement le modèle. Donc, bien sûr, après, il y a des désavantages à ce modèle, parce que si les joueurs aident et qui s'investissent dedans, ça demande aussi des développeurs une réactivité assez certaine. Le dialogue, il ne peut pas être unilatéral, donc les joueurs ne vont pas simplement donner. Ils demandent aussi les joueurs d'avoir des trucs en retour, donc en général des updates rapides et beaucoup de réactivité, comme je l'ai dit. Si on a justement mis l'implication émotionnelle des joueurs là-dedans, c'est-à-dire leur volonté d'aider, on voit aussi son autre pendant, qui est un pendant implicite d'obligation envers les développeurs. Il demande une reconnaissance qui représente une pression pour les développeurs, c'est-à-dire réagir vite face aux problèmes et de remercier la communauté pour leur succès et leurs travaux individuels. Les impératifs de temps, de développement et d'argent laissent les développeurs en équilibre par rapport aux rentrées d'argent. Le jeu pourrait arrêter de se vendre du jour au lendemain et après ils n'auraient plus de rentrées d'argent pour continuer à le faire. Et du coup, à la merci des joueurs. C'est cette tension qu'ils doivent exploiter et amener de nouveaux contenus au plus vite pour que les joueurs ne se lassent pas et se retournent contre eux. C'est ce qui est arrivé à petite échelle, on a pu le remarquer avec un bénévole qui travaillait gratuitement pour eux pour inclure différentes sortes de cafés à créer dans le jeu, en faisant différents mélanges d'ingrédients, enfin, je sais pas jouer au jeu, je sais pas. Voilà, et au fait, c'était une idée intéressante, que les développeurs étaient à la base ok, mais au fait, il est parti tellement loin que ça donnait plus de boulot à l'équipe de développement, et au fait, ils ont dû lui dire d'arrêter. Et au fait, il s'est retourné contre lui, et au fait, il a complètement incendié l'équipe de développement sur les forums quand les développeurs lui ont demandé d'arrêter. Donc, je pense que j'ai fait le tour en fait, de notre partie justement sur ce qu'était justement ce nouveau modèle, c'est-à-dire principalement l'utilisation du public et l'utilisation du réseautage, c'est-à-dire qu'on va plus avoir cette idée que simplement on crée notre jeu seul et qu'on va le poster et que s'il est bon il va se vendre, c'est qu'il faut justement compter sur le réseautage et compter sur le public et compter sur éventuellement de nouveaux modèles économiques pour réussir à vendre quelque chose. Et plus loin, justement, quand je parlais justement de ce genre de nouveaux modèles, je pense qu'il me semble intéressant de voir qu'on risque de changer de plus en plus par ces nouveaux modèles liés à Internet et que je pense que clairement sont liés à les contenus téléchargeables et de trucs épisodiques et de microtransactions et que de plus en plus ce genre de modèles, pour un bien ou pour un mal, vont probablement se standardiser encore plus qu'ils le sont maintenant dans la communauté. Alors encore merci pour cet exposé qui, il faut bien le dire, était d'une très grande richesse. Et ce qu'il y a de vraiment appréciable en plus, c'est qu'on sort carrément du domaine des pures sciences sociales avec une ouverture et à des questions de droit, d'économie. C'est vraiment un parfait exposé sur l'idée même d'ouverture qu'on est content d'avoir ce soir. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette présentation ? Commencez par donner la parole à Mickaël Perret. Merci. D'abord, félicitations pour cette présentation. Moi, j'ai une question d'ordre méthodologique. En fait, comment vous y êtes pris pour arriver à ça ? C'est-à-dire, en gros, où est-ce que vous êtes allé ? Où est-ce que vous avez enquêté ? Tout d'abord, on s'est ennuyé beaucoup en allant regarder des développeurs développer. Donc, c'est-à-dire, on s'est posé dans un bureau, on les a regardés travailler pendant des heures. C'était très fun.
on a quand même récupéré quelques petites choses par là. Et de deux, au fait, on est allé énormément regarder sur Internet. On a écumé les forums. On a regardé, on a vraiment fait des historiques de tout ce qui s'était passé. On a essayé de mettre en parallèle différentes choses. Et on a vraiment essayé de faire de l'ethnographie au mieux sur Internet, ce qui était effectivement pas très très facile. Philippe, tu voulais rebondir? Donc c'est effectivement un travail remarquable. L'équipe de Sébastien et Nouria ont en gros suivi les activités des acteurs en local et à distance. Vous avez suivi notamment des conversations entre développeurs par Skype. Vous avez suivi leur campagne Kickstarter avec leur trailer sur Internet. Vous faites une très bonne description du trailer. Vous montrez à la fois les ratés. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un raté de campagne qui n'arrive pas à mobiliser les fonds, mais c'est une réussite sur le plan de la mobilisation de la communauté. Donc, de façon assez simple, finalement, suivre les activités des acteurs a permis de reconstruire l'épaisseur du monde social dans lequel ils agissent et les contraintes de ce monde-là. Alors moi, j'aurais un peu une question par rapport à ton travail de manière un peu générale. J'ai eu l'impression pendant ton travail que tu essayais un peu de définir comment est-ce qu'on pouvait arriver à un succès. La question que je me pose, c'est, tu as évoqué beaucoup de choses. Tu as évoqué le fait qu'on demande aux joueurs de participer entre guillemets au développement, en donnant son avis, des choses qui sont à améliorer, en faisant une bonne campagne de promotion. Et donc ma question que j'aurais à te poser, c'est est-ce que pour toi, on va dire, il peut être défini d'un certain sens, du sens. Et justement, ma deuxième question, c'est est-ce que ce succès peut être obtenu dans d'autres milieux, ça veut dire dans des milieux plus professionnels? Je pense par exemple aux gros studios, ou c'est seulement dans le monde de l'indé que ça pourrait se passer comme ça? Quand je parle de succès, forcément, c'est pour montrer comment ils ont pu avoir un succès. Mais si je savais comment faire un succès en jeu vidéo, je serais riche. Donc voilà. Après, en ce qui concerne au niveau des grands développeurs, je dois avouer que je pense qu'ils ont des secteurs marketing qui sont très évolués. Et malheureusement, je pourrais pas vraiment dire. Je pense qu'il y a des similarités, mais après, forcément, le propre du développement indépendant, c'est que c'est souvent des risques énormes par rapport à un investissement bancaire qu'un grand studio de jeux vidéo peut se permettre. Donc, c'est vrai que ça va être quelque chose d'extrêmement... J'aurais vraiment de la peine à les mettre en lien. Forcément les deux. Il y a des similarités, mais après, il faudrait que j'aille faire une ethnographie chez EA, et je dois avouer que je sais pas si j'ai vraiment le courage d'aller faire ça chez eux. Moi, je vais rebondir sur ce qui s'est dit juste maintenant, c'est que y a un jeu, Child of Light, qui était connu parce qu'il reprenait les formes d'un jeu indépendant. C'est-à-dire qu'il avait les mêmes structures, c'était un jeu de plateforme en 2D, ce qui se faisait plus du tout parce qu'on était parti sur un photoréalisme, donc faire quelque chose de très développé au niveau graphique. Et puis là, on revenait un petit peu aux jeux vidéo qui étaient en 2D un peu plus tôt, qui était la marque à l'époque du jeu indépendant en fait. C'était une remarque très intéressante qui peut d'ailleurs déboucher encore sur d'autres interventions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Le temps nous le permet parfaitement. Peut-être pour élargir un petit peu, mais sur ta conclusion, tu disais qu'on partait sur des objets vidéoludiques complètement virtuels, avec des microtransactions, des choses comme ça. On passe par Steam et autres. Du coup, qu'est-ce que tu penses des objets comme les amiibo qui justement reviennent donner cette matérialité aux jeux vidéo? Donc les amiibo et autres figurines, c'est des petits trucs qu'on achète qui ont des petites puces dedans puis qu'on peut mettre sur notre console et puis après ça rajoute des bonus. Alors en fait les amiibo tout simplement en fait on peut clairement les mettre en équivalent des contenus téléchargeables parce que c'est des choses qu'on achète en plus pour avoir des contenus supplémentaires dans le jeu. Donc après Disney l'a clairement fait où chaque fois qu'on achetait un set de figurines on avait des niveaux en jeu des niveaux en plus dans le jeu avec les figurines Disney Infinity. Donc forcément c'est justement de nouveau on achète un peu le jeu en pack. C'est-à-dire qu'on va pas avoir le jeu on va pas avoir tout dans le jeu, c'est qu'on achète puis qu'après il faut rajouter des figurines derrière pour avoir du contenu supplémentaire. Pour moi ça semble rentrer dans ce genre de nouveau modèle. Après bien sûr ce nouveau modèle il faut quand même que je le précise, il n'est pas forcément, il ne va pas devenir hégémonique parce qu'il y a certains types de jeux qui ne peuvent juste pas subsister à ce type de modèle. Les jeux narratifs, les jeux qui sont basés sur une histoire, à moins de les sortir en épisodes, soit, ils seront forcément toujours. On ne peut pas rajouter du contenu a posteriori.
Je vais me permettre de rebondir aussi à mon tour, parce que c'est vrai que, à part tenir le micro, je profite un peu. Effectivement, cette question du modèle du jeu en pièces détachées, c'est vraiment quelque chose qui s'est incroyablement développé ces dernières années avec Internet. On en parlait justement dans le cadre de discussions au sein de notre association, de notre département média. C'est tout à fait effroyable de voir que certains jeux, pour prendre un exemple type, des jeux de combat où on aurait quelques personnages jouables et puis ensuite tout le reste est à acheter un par un. On a aussi ce sentiment-là que voilà, l'économie du jeu a vraiment beaucoup changé. Il y a déjà une économie qui est faite sur le format dur et en plus la possibilité de télécharger donne aussi l'occasion de plus de profit à des géants. Mais est-ce que ça donne la chance aussi aux indépendants? Là, heureusement, on s'aperçoit que oui, dans certains cas, mais c'est vraiment intéressant de voir que beaucoup d'indés ne vont pas passer la rampe, plein n'arriveront pas au terme de leur développement complet et que certains le feront aussi des fois à dessein parce que l'argent aura déjà été obtenu et que pour autant pousser plus loin le développement n'a pas forcément un intérêt encore commercial, ce qui donne aussi une perspective un peu plus, comment dire, bassement pécuniaire à une question qui se voulait artistique. Tu as très bien réussi à le mettre en avant en introduction de ta présentation. Mais je crois qu'il y avait plusieurs interventions. Oui. Est-ce que aussi ce système de jeu en vrac, comme il est en train de naître, enfin de jeu en plusieurs parties, il vient en partie des développeurs, mais je pense qu'il peut venir aussi en partie des joueurs qui maintenant s'appuient là-dessus, alors que quand ils trouvent par exemple un défaut dans un jeu, ils s'appuient là-dessus et ils se disent que de toute façon ce défaut va être réglé plus tard, soit par un update, soit que s'ils montent quelque chose au jeu, ils vont l'avoir ensuite en DLC. Donc est-ce que cet aspect-là du jeu vidéo n'a pas été provoqué aussi par le joueur en lui-même et pas seulement par les développeurs qui s'appuient sur leur deadline? Bonne question. Assez difficile à dire parce que simplement je pense que là nous notre travail on l'a vraiment fait sur quelque chose d'assez spécifique, donc après partir de manière plus générale sur ce que les gens veulent, je vais pas me risquer à aller là-dedans parce que ce serait pas très sociologique et je me ferais taper sur les doigts par mon prof après. Il écoute pas. Parfait. Donc je peux dire ce que je veux, mais je pense que là ce qu'on a vu c'est que quand même il y a cette idée, je pense qu'il y a quand même des logiques marketing, principalement du côté, genre par exemple de quand on parle des pre-orders, comment on dit ça déjà en français? Précommandes, merci. Des précommandes qui font qu'on a des bonus ou des choses comme ça. Les joueurs le veulent bien, mais un peu à contre-cœur. Après, sinon, moi, ce que je vois dans mon travail, si je reprends directement mon travail, c'est que les joueurs sont bien contents de faire partie du processus et sont bien contents d'être développeurs, même s'ils ne le sont pas vraiment. Enfin, ils se prennent un peu au sérieux et puis ils se disent « Ouais, j'ai trop fait partie du développement d'un jeu, j'ai donné 10 francs sur Kickstarter. » Puis au final, non, en fait, ils ont juste fait marcher, je vais être ultra cynique, mais ils ont fait marcher la machine capitaliste puis ils ont donné de la thune quelque part. Donc moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Mindsinity. Mindsinity, c'est une équipe d'e-sport. Alors, qu'est-ce que c'est l'e-sport? Qu'est-ce que c'est une équipe d'e-sport? C'est ce que j'avais envie d'essayer d'éclairer dans ma présentation. Donc là, l'image me rendrait bien service, mais on va faire sans. Donc, imaginez un grand stade rempli plein de joueurs qui regardent un écran géant où il y a 2 joueurs dans une box chacun qui sont face à un ordinateur. Et en fait, donc ça c'est... Bon, si on attend un tout petit peu... Ah bon, en fait d'abord, excuse-moi, j'avais d'abord la méthode en fait. Je voulais d'abord commencer par présenter comment j'ai trouvé les informations qui constituent ma recherche. Et tout d'abord, il faut que je me présente pour ça, c'est que avant d'être un chercheur de l'e-sport, je suis un acteur de l'e-sport. Je suis quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Je joue à StarCraft compétitivement depuis 3 ou 4 ans. Et en fait, c'est par là que j'ai pioché la plupart de mes informations. Ça fait 3 ou 4 ans que je m'intéresse à ce milieu. Que forcément, dès que je vois quelque chose sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux sur lesquels je me balade fréquemment, je pioche. Et la plupart des informations que vous allez entendre aujourd'hui, je les ai trouvées là-dessus. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que
En fait, j'ai mis mes études en arrêt ce semestre pour me consacrer à l'e-sport à temps plein. Enfin, juste pendant un semestre. Et en fait, donc là en ce moment, je vis dans la gaming house de My Infinity. Donc je vis chez mon objet d'étude, ce qui est quand même pratique. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc du coup, j'ai pu approfondir ma recherche par là. Et donc du coup, j'ai aussi un point de vue qui est spécial sur ma recherche vu que je suis un acteur. Est-ce que ça marche ? Yes. Donc voilà, vous avez ma bouille. C'était pour montrer que j'étais un joueur. Là, j'avais perdu, je faisais un peu la tête. Donc voilà le grand stade. Donc voilà, ça c'est à peu près 3-4 000 personnes qui regardent un match entre deux Coréens. Dans les box, bon, vous les voyez pas très bien, mais là vous avez une box et une autre box. À l'intérieur, il y a deux joueurs. Il y a un joueur qui s'appelle Life, un joueur qui s'appelle SOS. Qui sont des joueurs professionnels qui, tous les jours de leur vie, ils s'entraînent, ils essaient de devenir les plus forts à ce jeu. Et sur l'écran géant, vous voyez qu'il y a deux commentateurs qui sont en train de chauffer le public. La partie n'a pas encore commencé. Et donc il y a 3-4 000 personnes dans la salle et il y a à peu près 100 000 personnes qui regardent le match sur Internet. Et vous vous direz, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant à regarder deux personnes qui jouent à ça ? C'est justement que les deux Coréens sont d'un niveau phénoménal. C'est un peu comme si vous regardiez un très beau match de tennis entre Federer et Wawrinka. Quand vous connaissez le jeu, c'est un jeu auquel vous jouez, vous voyez que les joueurs sont à un niveau au-dessus. Et ça peut s'apprécier. Donc ça, c'est l'e-sport à grande échelle, comme on en entend souvent parler. Mais l'e-sport, pour moi, c'est aussi ça, en fait. Donc là, c'est un tournoi de Super Smash Bros qui avait été organisé par Pixel, son autre dernier. Et vous pouvez voir qu'au milieu de la photo, vous avez les deux finalistes du tournoi. Et vous voyez que toute la salle est captée par l'écran qu'on voit pas à l'image. Vous pouvez voir qu'il y a un gars en rouge qui se tient à la tête. Et un gars tout devant qui est là. Oh mon Dieu. Donc vous pouvez voir qu'il y a un intérêt autour de la pratique compétitive de jeux vidéo. Et selon moi, on pourrait encore argumenter que l'e-sport, c'est aussi quand vous êtes chez vous et que vous allez passer la ligne d'arrivée à Mario Kart, mais que vous ramassez une carapace bleue et que votre pote se vous dépasse, et ben finalement vous avez un peu de ressenti, vous êtes un peu en colère, et est-ce que là il n'y a pas déjà une pratique compétitive de jeux vidéo quelque part ? Donc je vous ai mis quelques exemples des principaux jeux d'e-sport. J'aurais pu en citer d'autres, mais vous avez par exemple Dota 2, qui est un MOBA, où c'est deux équipes de 5 qui doivent détruire la base adverse de l'autre avant que l'autre ne la détruise. Vous avez Counter-Strike, qui est un jeu FPS, c'est-à-dire First Person Shooting. Vous avez votre viseur devant vous et vous devez éliminer vos adversaires et essayer de poser la bombe avant que l'autre ne la défende. League of Legends, c'est aussi un MOBA comme Dota, sauf qu'il y a beaucoup de petites différences qui font qu'au final c'est un jeu extrêmement différent. Starcraft, c'est le jeu auquel je joue, c'est un peu mon chouchou, donc forcément je vais en parler pendant cet exposé. Et le principe, c'est de récolter des ressources, avoir des stratégies plus efficaces que son adversaire, mieux gérer son armée, etc. pour détruire la base de l'autre. Hearthstone, c'est un jeu de cartes. Et voilà, donc c'est pas quelque chose qui est tout récent. Déjà en 1980, c'est un tournoi de Space Invaders, il y avait eu à peu près 4000 participants. Des gens avaient parcouru des centaines de kilomètres pour participer. Et déjà là, il y avait des joueurs qui se détachaient vraiment du reste du lot. Il y avait eu un gagnant, dont je me souviens plus du nom, mais qui avait écrasé tout le monde. Et en 1997, c'est un tournoi qui vaut la peine d'être parlé, puisque c'est le premier où il y a eu un cash prize, une récompense conséquente, puisque c'était la Ferrari que vous voyez à l'image. C'était à Atlanta, c'était le tournoi Red Annihilation sur le jeu Quake. Et là, je suis obligé de parler de la Corée, parce que la Corée, en termes d'e-sport, c'est vraiment des précurseurs. Donc il y a un contexte socio-économique qui était vachement favorable à l'essor de l'e-sport là-bas. C'est par exemple le fait que c'est des gens qui étaient très portés sur les nouvelles technologies, Internet, les ordinateurs, un peu tout ce qui va avec l'e-sport finalement. Et donc en 2000, on voit déjà la première chaîne télévisée qui retransmet des matchs de StarCraft premier du nom à la télévision, et aussi une fédération étatique qui s'appelle la KESPA, la Korean E-Sport Association, qui était une organisation subventionnée par l'État, un peu à l'image de la FIFA en Europe finalement pour le football. La FIFA, pas en Europe, mais vous voyez ce que je veux dire.
et en fait qui était chargé de réguler tout ce qui est e-sport en Corée, enfin est toujours chargé de réguler l'e-sport en Corée. Et si vous voulez organiser un événement en e-sport en Corée, il va falloir passer par la KESPA, elle a énormément de pouvoir. Et c'est pour l'instant le seul exemple de fédération e-sport qu'on a dans le monde. Et pour vous montrer à quel point c'est sérieux en fait l'e-sport en Corée, alors, si vous vous souvenez de Live qui jouait sur la grande scène avant, en ce moment il est en prison en fait, parce qu'il s'est fait choper pour avoir perdu exprès des matchs, parce que des parieurs en ligne lui ont dit si tu perds ce match, moi je parie contre l'autre, et toi tu fais exprès de perdre et je te redonne, je crois que c'était $85 000, quelque chose comme ça. Alors Life a dit ouais vas-y, et puis après il s'est fait choper, et c'est pas par l'organisation d'e-sport de tournois, c'était par la police, et il n'a pas été on lui a pas embêté, il a été en prison directement, et durant le procès, donc c'est pas une plainte qui a été posée, c'est le procureur de l'État qui défendait, qui accusait Life quoi. Et au final, il a eu une amende assez salée, je crois que c'était 18 000 par match perdu, je crois qu'il en a fait 3 exprès. Et il a été banni à vie des jeux vidéo, enfin de StarCraft. Donc quelques chiffres. Dans le premier tableau, je vais juste parler des 2 premiers chiffres. Donc en 2014, donc ça a sûrement pas mal progressé depuis ce moment-là, il y avait à peu près 250 millions de spectateurs occasionnels. Et dans ces 205 millions, il y avait 89 millions de spectateurs qui étaient très réguliers, donc plus investis. Sinon, dans les revenus, ça c'est en 2016, dans le monde, il y aurait 612 millions de chiffre d'affaires sur l'e-sport. En Europe, 73 millions, Amérique du Nord, 143 millions, et Asie, 374 millions. Ça peut paraître beaucoup, mais selon une enquête que j'avais l'intention de vérifier le nom en arrivant ici, mais malheureusement, j'ai eu des empêchements et j'ai pas pu, donc je ne me souviens plus de nom, je vous le dirai s'il faut. Mais c'était une enquête qui prévoyait les chiffres du football européen seulement, et c'était un chiffre de 30 milliards qui était prévu pour 2016. Donc finalement, l'e-sport, on est encore loin des sports traditionnels, enfin du football. Ensuite, quelques chiffres plus épisodiques. La finale des Worlds de League of Legends, qui est un peu le tournoi final de l'année, le grand tournoi, il y a eu 36 millions de visiteurs uniques, c'est-à-dire des visiteurs qui sont arrivés et qui sont repartis, mais c'est jamais les mêmes personnes. Et le pic d'audience a été à 14 millions. Et sinon, il y a The Internationals 5, qui était en 2015, c'était sur Dota 2. Il y a eu 18,5 millions de dollars de cash prize. Donc ça peut paraître énorme, mais là je vous fais un best-of quand même, parce que c'est pas tout le temps comme ça. Et en France, donc selon Axel Lemaire, qui est la secrétaire d'État au numérique en France, qui s'est pas mal intéressée à l'e-sport ces temps-ci, il y aurait 200 personnes qui gagnent leur vie actuellement grâce à l'e-sport. Et selon Mathieu Dallon, il y a une croissance très rapide du phénomène, ça c'est clair. Et Mathieu Dallon, qui est une figure de proue de l'e-sport en France, estime que c'est environ 30% de croissance par an. Alors pourquoi est-ce que l'e-sport a aussi grossi? Il y a sûrement plein de facteurs, mais en tout cas un qui est très important, c'est celui de l'arrivée du streaming. Donc ça a fait un boom en 2011 quand Twitch est arrivé sur le marché. Twitch TV, c'est ceux qui possèdent la plupart des parts de marché du streaming. Il y a quelques concurrents comme YouTube Gaming ou bien Dailymotion, mais Twitch a à peu près 95% des parts du marché. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Le streaming, ça permet d'aller regarder des compétitions de jeux vidéo en ligne, ou bien de diffuser des compétitions de jeux en ligne simplement avec une connexion internet. Donc ça facilite énormément en fait la diffusion de l'e-sport tout simplement. Alors qu'avant c'était très compliqué. Maintenant il suffit d'organiser votre événement, de le mettre sur Twitch et puis n'importe qui peut venir. Et tous les chiffres que je vous citais avant, League of Legends, ça se passe en grande partie en ligne. Après, je crois qu'en Chine ils ont leur propre Twitch entre guillemets, où il y avait une grosse part d'audience. Voilà. Donc à partir de là, il y a des grosses audiences, donc il y a des sponsors qui arrivent. Et donc ça, c'était une image de la DreamHack Ocean qui était ce week-end. C'est la finale de StarCraft. Je ne vais pas prendre League of Legends quand même. Et là, Alienware, vous pouvez voir qu'il y a un petit logo qui se cache à gauche et à droite de l'écran. Donc ce petit logo, c'est quelque chose que les spectateurs vont voir. Et ça, c'est une photo que j'ai screenshot sur le stream. Donc même quand vous regardez la compétition en ligne, vous voyez ce logo. Et à ce moment-là, il y avait, je crois, 30 ou 40 000 personnes, quelque chose comme ça. Et donc, juste là, on ne les voit pas parce qu'ils sont dans l'ombre, mais là, en dessous du petit GG,
vous avez le joueur. C'était Nib qui était à gauche, et à droite c'est Hydra. Et Nib et Hydra c'est eux. Et donc le coréen c'est Hydra. Vous pouvez voir qu'il est dans l'équipe Root Gaming sur son maillot. Vous pouvez voir sur la manchette à droite, il a un logo TT Sports Thermal Take. À droite, un logo Meltdown qui est un bar geek. Et vous pouvez voir que Nib, en fait, c'est un peu du gâchis, diraient certains, vu qu'il a rien, en fait. Mais en fait, sur la photo précédente, qui date de ce week-end et qui est plus récente, Nib il s'était fait recruter par une entreprise de télécom québécoise canadienne, qui s'appelle Ting. Et donc sur la scène, bon là vous le voyez pas, mais il avait un magnifique t-shirt Ting marqué en grand. Vous pouvez aussi noter que la compétition pour laquelle a été prise cette photo s'appelle les Intel Extreme Masters. Et donc vous aurez peut-être reconnu Intel là-dedans. Donc Intel c'est un fabricant de produits, comment on appelle ça, enfin, des processeurs, des composants d'ordinateur, c'était le mot que je cherchais, mais processeurs c'est encore mieux. Et donc en fait, eux, ils font cette compétition. Et ils injectent pas mal d'argent parce qu'ils doivent mettre des cash prizes pour les joueurs, ils doivent faire de l'organisation, etc. Ils récupèrent un petit peu vu qu'il y a des gens qui payent pour aller voir le spectacle. Mais en fait, leur principal revenu de créer ce genre de compétition, c'est la pub. Puisque tout le monde sait que Intel a fait ce tournoi et tout le monde voit que la marque Intel est présente. Et donc en fait, le modèle économique, en gros, hein, voilà, c'est des gros traits. vous avez de la visibilité, des gens qui regardent, des regards qui sont tournés vers quelque chose, des sponsors qui prennent cette place pour qu'ils voient les marques, l'audience voit les marques. Du coup, à la fin, vous avez du bif, des dollars. Et je vais prendre l'exemple d'Intel en fait. Tout simplement, si vous êtes un acheteur lambda, un gamer qui avait vu la compétition des Intel Extreme Masters et que vous avez 3-4 processeurs devant vous et que vous ne savez pas lequel acheter, vous allez voir Intel. Vous dites, ah tiens, ils ont fait les Intel Extreme Masters, c'est trop bien, j'ai regardé ce week-end. Les joueurs qui jouent dessus sont trop balèzes, moi je vais être trop balèze, je vais acheter ça. Enfin, c'est gras, mais ça favorise certainement l'achat. Donc quelques équipes d'e-sport. Team Liquid, c'est des Américains. Ils sont sponsorisés par Twitch, HyperX, HTC et j'en passe. SK Telecom T1, ils sont sponsorisés, là il y a une petite différence, par SK Telecom. C'est directement SK Telecom qui a créé sa propre équipe pour se faire de la publicité. Et vous avez encore les organisateurs d'événements comme le DreamHack dont je parlais avant, qui sont sponsorisés par plein de marques. Et plus proche d'ici, vous avez la Polylan, sponsorisée par exemple par le PFL, par Cisco, par le JTech et d'autres personnes. Et là aussi, je grossissais un peu en disant c'est pour faire de la pub, mais il y a aussi d'autres intérêts à sponsoriser un événement. Par exemple, le PFL, je ne sais pas forcément pour se faire de la pub qui sponsorise Polylan. Il y a peut-être plutôt des raisons genre d'éducation, du fait que leurs élèves peuvent s'investir dans quelque chose et prendre l'expérience. Ça leur donne une bonne image aussi. Ce qui fait que c'est pas forcément que pour de la pub, bien sûr. Dans chaque partenariat, il y a souvent des variances. Les éditeurs jouent aussi un très grand rôle parce que, bien sûr, la pub, quand vous faites de l'e-sport, le principal pub, c'est pour le jeu en soi. Ça leur fait une bonne image, ça fait que les gens vont jouer. Par exemple, Blizzard, ils sponsorisent StarCraft à 1,6 million par année. Ils organisent des compétitions. Il y a encore plein d'acteurs, il y a des commentateurs qui sont importants pour que les matchs soient intéressants. Il y a des diffuseurs qui écrivent des articles, qui font des vidéos, qui font plein de choses, qui animent la scène. Il y a des docteurs, puisque en fait, ça commence à fatiguer les doigts quand vous jouez beaucoup de temps par jour. Il y a des coachs, il y a aussi des avocats. Enfin, j'aurais dû mettre un avocat parce que j'en connais vraiment un qui s'est spécialisé dans l'e-sport. Et avec tous les partenariats dont j'ai parlé avant, il y a souvent des embrouilles évidemment. En plus, les gens sur cette scène sont souvent très jeunes et assez expérimentés, donc il y a souvent des problèmes. Alors ça, c'était rien du tout. Donc la Gaming House de Main City, elle est à Berne. Ça ressemble à ça. Enfin, elle est à Kirchindarf, à 20 minutes au nord de Berne. C'est toute la maison sauf le premier étage. Ils sont certainement à Kirchindarf parce que le loyer est assez bas. Et donc, ça c'est les piliers de l'organisation. Vous avez le président, Cédric Schlock. C'est souvent lui qui va discuter avec les sponsors, justement. Remo, il s'organise
du site web. Novax, lui, c'est intéressant parce qu'il s'occupe de faire des événements, parce que Main Infinity fait aussi des LAN. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une année, il a été au Mexique pour rejoindre sa copine. Et il fait tout le temps le même boulot, mais depuis le Mexique. Et ce qui montre qu'en fait, l'e-sport en général est quelque chose qui se passe extrêmement beaucoup sur Internet. Enfin, il revient souvent un mois avant l'événement pour finaliser, mais le gros du boulot se fait au Mexique. Et DOS, c'est un peu l'homme à tout faire. General Manager, c'est vers lui qu'on va si on a des problèmes. C'est lui qui s'occupe de réguler toute l'organisation. Vous avez plein de bénévoles qui ne sont pas payés, mais qui sont là pour engranger de l'expérience. Par exemple, au milieu, vous avez Manuel Elder, qui est un petit jeune ça lui permet de se faire au business. Mais vous avez son antithèse, entre guillemets, à l'icône en haut à droite, qui est quelqu'un qui a 2 enfants, qui a un boulot, qui est vraiment pépère et qui lui fait ça parce que ça lui plaît. Mais tous les bénévoles sont des gens qui sont plus ou moins des gamers et qui aiment l'e-sport. Vous avez aussi des joueurs dans la structure Main Infinity. Donc c'est un peu la base de tout en fait, puisque sans eux il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de sponsor. Donc je vous ai mis quelques exemples, c'est pas exhaustif. Ça c'est une slide que Main Infinity propose aux sponsors en fait, pour leur dire faisons un partenariat, si vous nous donnez de l'argent, on vous donnera de la visibilité. Vous voyez que leurs arguments, ça date de 2014, donc c'est légèrement périmé, mais ça marche très bien comme exemple. Ils disent qu'ils étaient présents à 50 événements, qu'ils avaient 500 visiteurs, qu'ils faisaient des événements où il y avait 500 visiteurs, des événements où il y avait 350 000 visiteurs, qu'ils faisaient des événements où ils étaient présents, enfin bref, qu'ils étaient visibles en personne. Et là, en fait, ils montraient le maillot. Ils montraient le maillot où il y a les sponsors. Ils montraient des affiches avec leurs sponsors. Sinon, ils ont une autre slide avec ce qui se passe sur Internet et non plus dans la vie réelle. Ils parlent de leur page Facebook qui a 11 000 likes, de Twitter qui a 2400 followers, donc c'était en 2014, maintenant c'est un peu augmenté. Et ils disent que c'est une estimation, mais ils pensent que c'est une bonne estimation, qu'ils auraient touché à peu près 10 millions de gens dans 120 pays différents. 10 millions de personnes qui auraient vu au moins une fois dans leur vie Main Infinity. Donc là, je vous ai mis des screenshots. Vous pouvez voir que sur le Facebook et Twitter, vous avez tous les sponsors de Main Infinity qui sont bel et bien visibles. Et donc ça, c'est un des événements qu'ils organisent, Main Infinity. C'est très bien pour eux, dans le sens où ça fait grandir l'e-sport en Suisse, et eux, ils visent sur l'e-sport en Suisse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le font pas sous le nom de Main Infinity, ils le font sous le nom de Switzerland pour éviter les taxes. Parce que sinon, ils dépassent le seuil. Et sinon, vous avez un stand, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était à la Polymanga en 2015. Donc c'est un peu le même principe, vous allez vers les gens, vous faites du contact, vous montrez les sponsors, vous faites connaître. Et je vais prendre un dernier exemple pour mon présentation, c'est l'exemple de Petit Drogo, qui est donc probablement le meilleur joueur de Main Infinity en ce moment, qui a gagné la DreamHack Leipzig en début 2016. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, Drogo s'est fait 16 000 $ déjà, dont il ne reverse rien à Main Infinity. Mais pour Main Infinity, où c'est intéressant, c'est qu'il a gagné devant à peu près 60 000 personnes la finale, et il a eu une exposition pendant les demi-finales, pendant les quarts de finale, il a été exposé devant le stream. Quand il a gagné, il y a eu une explosion de tweets, de likes, d'articles un peu partout sur la toile, ce qui fait qu'en fait Main Infinity a reçu beaucoup d'attention par rapport à ça. Et donc je voulais finir sur cette photo où en fait vous avez vraiment les sponsors un peu partout, de la DreamHack, sur le siège, sur Petit Drogo. Et je voulais aussi juste faire un parallèle que Super Smash Bros en fait, il joue seulement avec une manette de GameCube qui est faite par Nintendo. Donc comment vous voulez sponsoriser ça en fait? Alors que sur StarCraft par exemple, ou bien sûr n'importe quel jeu d'ordi, vous avez une souris, vous avez un clavier, vous avez un écran, vous avez un siège, vous avez un casque, et c'est du coup beaucoup plus intéressant pour des sponsors. Donc je voulais juste conclure pour dire que l'e-sport c'était quelque chose qui était en plein boom, qu'elle allait sûrement encore prendre de l'ampleur vu que de plus en plus de monde joue aux jeux vidéo, et qu'il y a beaucoup d'aspects que j'ai pas abordés dans ce travail. Et une des questions qu'on pourrait se poser, c'est l'aspect de la compétitivité dans l'éducation et dans la vie des gens. Qu'est-ce que ça fait en fait d'avoir un jeu où vous pouvez vous mesurer à vous-même et aux gens, et où ça va être marqué dans votre classement, je suis bon à ce jeu, je suis mauvais à ce jeu. Et est-ce qu'il faudrait se sentir fier ou est-ce qu'il faudrait se sentir triste d'être bon ou mauvais?
Merci, mais surtout, ne partez pas, on vous a tant attendu. Encore un petit peu de temps pour poser quelques questions avant de s'organiser encore un moment en table ronde, puis enfin, je vous rassure, vous aurez aussi l'occasion de vous mettre à table, vu que, comme vous l'aurez vu, on a un magnifique banquet à l'extérieur. Mais du coup, est-ce que quelqu'un a des questions, des envies de rebondir sur cette présentation qui était également très très riche? Oui. Je voulais juste savoir à partir de quel moment un jeu est considéré comme e-sport. J'ai presque envie de dire que la question ne se pose pas. Un jeu est e-sport quand il y a de l'audience, quand il y a des gens qui y jouent et quand ça devient grand en fait. Mais vous pouvez faire le débat, est-ce que c'est de l'e-sport, est-ce que c'est de l'e-sport, finalement, au final ce sera les chiffres qui vont parler, je pense. Mais il y a énormément de débats. Par exemple, récemment il y a un jeu sur mobile qui s'appelait Clash Royale qui a commencé à avoir beaucoup d'ampleur et évidemment les gamers PC sont en furie devant ça parce qu'ils disent que c'est pas possible, un jeu tablette, c'est pas l'e-sport, c'est n'importe quoi. Pourtant ils ont des tournois qui commencent à dépasser les audiences de StarCraft par exemple. Donc c'est très vague. En fait, il y a des définitions officielles, il n'y en a pas. C'est pas dans le dictionnaire, c'est encore quelque chose de trop nouveau, effectivement. Il faudrait peut-être aller regarder en Corée, mais je ne dis pas le coréen. Alors, je vois que plein de personnes ont envie d'intervenir, ça. Non, mais au fait, je veux juste rebondir là-dessus, parce que qu'est-ce qu'est un jeu d'e-sport? En fait, tout simplement, qu'est-ce qu'est un jeu vidéo? Parce que là, je peux jurer que la définition même du jeu vidéo, c'est très peu clair, et j'ai eu beaucoup débattu là-dessus avec d'autres développeurs qui considèrent que certains jeux n'en sont pas et que moi ce que je considérais comme étant pas les jeux ne seraient les jeux, donc c'est très étrange déjà rien que se poser cette question-là. Je pense qu'on peut aussi poser la même question simplement pour qu'est-ce qu'est un sport. Est-ce qu'on considère que c'est un sport à partir du moment où il y a une fédération? On voit, il me semble que lors de ta dernière intervention il n'y avait pas encore de fédération de e-sport en Suisse, pourtant on voit que My Infinity c'est quand même clairement déjà institutionnalisé, donc je pense que la question elle est pertinente même pour qu'est-ce qu'est un sport tout court. Merci d'ailleurs de cette remarque que je trouve d'autant plus intéressante que ce serait un sujet en soi de se demander si le e-sport est un sport. Oui, je vais aussi rebondir là-dessus. Non, mais dans le fait que je ne sais plus qui a dit que la question ne se posait pas, et moi je trouve au contraire que c'est la question qu'on doit se poser en sciences sociales, c'est savoir comment est-ce qu'il y a des gens qui catégorisent ça comme de l'e-sport ou pas, et puis quand on voit les enjeux qu'il y a là derrière, je trouve que c'est justement ça le plus intéressant, c'est de savoir qui est-ce qui va montrer ça comme étant de l'e-sport ou pas, comme du sport ou pas, comme un jeu vidéo ou pas. Du coup, au contraire, là, je trouve que la question est particulièrement intéressante. Ça rebondit encore. Pour moi, elle est effectivement intéressante quand tu prends le point de vue des gens et que tu regardes effectivement qui catégorise ça comme ça, qui catégorise ça comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas de valeur vraiment intrinsèque. Tout est question de définition au final. Et par contre, c'est vrai que des enjeux, il y en a énormément. Par exemple, si c'est considéré comme un sport, par exemple, il y a un joueur suédois qui s'est fait bannir des États-Unis parce qu'il voulait jouer à Super Smash Bros dans un tournoi, mais les gens lui ont dit non, c'est pas un sport, c'est pas valable ce que tu fais. Alors si c'était un sport, il pourrait y aller sans souci. Donc effectivement, il y a des très grands enjeux. Si c'est reconnu comme un sport, des fédérations, l'appréciation du public sera immense, et immensément plus facile que si c'est pas un sport. Alors justement au niveau de la reconnaissance par le législateur, ça marche ce truc? Oui. Ah ouais. Si je me fie à jeuxvideo.com, en France, la ministre de la Culture ou je sais pas quoi vient de créer un statut de joueur e-sport professionnel. En Suisse, est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Est-ce que tu as la moindre idée? Est-ce que ça serait nécessaire? Je sais pas ce que ça change en France, je sais pas fouiller, mais... Alors effectivement, en France, ça bouge beaucoup. Et il y a eu effectivement maintenant les joueurs peuvent avoir un contrat, un vrai contrat. Ils peuvent sur leur fiche d'impôt ils peuvent mettre je suis joueur professionnel et plus je suis animateur, ou ils trouvaient plein de combines en fait avant. Et en Suisse, à ce que je sache, il y a pas vraiment de débats qui se font là-dessus. Mais moi j'ai assez bon espoir que si la France s'institutionnalise, la Suisse suive forcément. Après en Suisse on a la SESF, la Swiss eSports Federation, qui fait pas grand chose et honnêtement ça va, des fois ils envoient des joueurs à un faux championnat du monde entre guillemets, mais enfin un faux championnat du monde où il y a tous les pays mais en fait tout le monde s'en fout, et genre les Coréens ont envoyé une fille. Désolé, hein, c'est absolument pas sexiste ce que je veux dire, c'est pas parce que les filles, non, ils ont envoyé un joueur bien en dessous des capacités de leur meilleur joueur. Allez, c'était bien rattrapé, j'espère.
Mais donc pour montrer que c'était pas très important. Mais la SESF a récemment fait un communiqué comme quoi ils allaient faire un rendez-vous avec toutes les structures de Suisse pour essayer de relancer et de vraiment créer un mouvement. Et espérons que ça parte sur des bonnes bases. On salue d'ailleurs la fédération si elle suit cette vidéo. Est-ce que les e-sportifs et e-sportives considèrent leur pratique comme un loisir ou comme un travail? Et si il ou elle considère cette pratique comme un travail, comment revenir à une pratique du jeu vidéo comme loisir? Alors c'est pour beaucoup de professionnels, je pense que oui, clairement. Pour certaines personnes, c'est vraiment leur vie. Ils ont par exemple 25 ans, ils n'ont pas l'intention de repartir dans une autre voie. Et ils sont joueurs, c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Donc pour moi, c'est pour la plupart des joueurs, les vrais joueurs professionnels, c'est clairement un travail. Après, il y a beaucoup de gens comme moi qui sont un peu entre deux. Moi, effectivement, là, je fais ça à plein temps, mais je considère pas ça comme un travail du tout. Donc ça dépend vraiment des joueurs, mais une fois que tu gagnes vraiment ton niveau de vie, je pense que la plupart des gens considèrent ça comme un travail. Et effectivement, ce que tu dis par rapport à retourner à une pratique de loisir, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut polluer beaucoup de gens qui sont pas forcément extrêmement forts, mais qui ont ce rêve de devenir très forts, et qui en fait sont à des niveaux qui sont loin d'être suffisants pour gagner leur vie, et qui se prennent énormément la tête, et qui essayent de jouer pour gagner, et qui au final perdent le plaisir parce qu'ils ont que cet objectif en tête, et qui au final perdent le plaisir du jeu. Je pense que ça arrive tout à fait, effectivement. Il y a une manière de jouer de manière e-sportive qui se distingue d'une manière casuale, on pourrait dire? Alors là, ça dépend de ta définition de l'e-sport, mais pour moi, quand tu joues à 5 contre 5 à League of Legends et que vraiment tu essaies de gagner, ton but c'est de t'amuser en gagnant en fait. Mais tu vas pas faire exprès de te suicider, tu vas pas jouer autour du jeu, et vraiment ton plaisir passe par la performance quand même. Et si tu perds, tu auras un petit dégoût de dépit. Ouais, il me semble qu'il y a une précision que vous pourriez apporter, Romain, c'est sur la façon dont les sportifs se préparent et disent qu'ils vont travailler sur leur jeu. Et là, on a quand même un écart par rapport à des joueurs usuels qui en fait ne se préparent pas forcément de la même manière à jouer. Vous souhaitez rebondir? Je voulais dire que c'était effectivement très juste, et que effectivement certains joueurs ils font attention à leur temps de sommeil, ils vont courir le matin, ils font attention à leur hygiène de vie, ils font du vrai travail dans le sens qu'ils analysent les parties, ils regardent leurs anciennes parties, ils essaient de trouver de nouvelles stratégies, et des fois ils font du drill carrément, ils répètent la même stratégie sans fin pour qu'elle soit parfaite. Donc ouais, effectivement très très juste. Merci. Je vois qu'il y a encore des personnes qui souhaiteraient intervenir. Je propose de changer un tout petit peu la configuration, vu qu'il est prévu de aussi s'organiser en table ronde, de faire revenir tous les intervenants s'asseoir ici avec les discutants, et ça nous donne encore l'occasion pour les gens du public qui ont encore des questions de les poser, mais de manière aussi d'autant plus interactive. Voilà, on a senti que vous n'étiez pas intimidés, mais comme ça vous êtes en groupe, vous êtes plus forts pour les prochaines questions. J'avais encore une question vis-à-vis du e-sport, parce que ça pose quand même une problématique, parce que quand on joue aux jeux vidéo, il y a un certain âge où nos réflexes sont plus les mêmes, on n'est plus capable d'aller aussi vite dans le jeu vidéo. Donc à partir d'un certain âge, j'imagine, je pense aux alentours de 40 ans, comme pour les grands sportifs en général, ça va poser le problème aussi d'avoir une retraite, etc., parce qu'on n'aura fait que de travailler dans le e-sport, qui est un revenu qui est parfois instable aussi, en plus de cela, c'est-à-dire qu'on gagne ou qu'on gagne pas. Donc derrière ça pose aussi un problème de réinsertion dans la vraie vie, entre gros guillemets, pour dire ça, dans un monde professionnel qui serait peut-être plus adapté à obtenir une retraite, aussi à créer une vie de famille, etc. Donc ça peut poser un problème social. Ces gens-là restent que dans le jeu vidéo s'ils ne sont pas soutenus par des fédérations ou justement une institutionnalisation bien faite. Quelqu'un souhaiterait rebondir ? C'est effectivement très juste. En fait, l'âge de la retraite, s'il est beaucoup plus bas que 40 ans, c'est plutôt en général 26 ou 27 ans même. C'est encore plus bas que dans le sport. Après, il y a un médecin allemand qui a dit que c'est parce que les joueurs e-sport mangeaient n'importe comment, ils n'avaient pas une bonne hygiène de vie, ce qu'il a peut-être pas tout à fait tort, et que ça pourrait augmenter jusqu'à 30 ou 32 ans. Mais effectivement, beaucoup de joueurs en fait essaient de finir leurs études ou d'avoir un papier avant de se lancer à plein temps dans l'e-sport pour avoir une sécurité. C'est un choix qu'on voit souvent.
Et sinon, il y a aussi un choix qui est assez évident, c'est de se reconvertir à l'intérieur de la bulle e-sport. Par exemple, devenir commentateur, coach, ou bien gérant d'une équipe ou investisseur. Enfin, il y a plein de possibilités, ou faiseur de vidéos. Enfin, il y a pas mal d'activités à l'intérieur du champ. Mais ça, c'est effectivement un problème, je pense, pour certaines personnes. D'autres questions encore? Sinon, on cède la parole aussi aux discutants qui ont eu l'occasion de s'exprimer un tout petit peu, mais qui ont peut-être encore plein de choses à dire. Moi, j'avais une question du coup qui est en guillemets plutôt en lien avec la sociologie. En écoutant les 2 premières présentations, en tout cas, il me semble qu'il y a un terme qui m'est venu spontanément en tête par rapport à ce que vous disiez. Alors, j'ai retenu que tu t'appelais Turcher, je me souviens plus de ton prénom, excusez-moi. Mais entre les laquais du capitalisme et puis les joueurs qui respectent le récit de Foldit, il y avait quelque chose qui m'avait spontanément venu en tête, c'est le digital labor, l'espèce de concept tendance, notamment en France et aux États-Unis, d'une sorte de critique marxiste des personnes qui travaillent pour, par exemple, des réseaux sociaux ou des entreprises, etc. Et là, du coup, on a des joueurs qui spontanément, vous avez éjecté très vite, vous avez dit cette question, mais qui jouent pour l'université de Washington, et on a des joueurs qui testent le jeu excuse-moi, je retrouve le terme officiel, en early access sur Steam, excuse-moi. Et du coup, toi, tu avais l'air d'être assez du côté digital labor, si j'ose du terme, à critiquer cette façon de faire. Mais en même temps, justement, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est que le digital labor, qui serait une critique de ces nouveaux modèles économiques où on fait travailler les gens, vous avez l'air de dire que ça ne tient pas la route parce qu'en fait, il y a du sens pour les joueurs, et dans Foldit, et pour certains des joueurs de Galaxion, il y a un sens à faire ça et à produire, en guillemets, gratuitement, une amélioration des jeux. Est-ce que, du coup, le digital labor ou la critique du digital labor, excusez-moi, a du sens pour vous ou pas? Bon, pour moi, c'est-à-dire que l'activité des joueurs va produire va aider l'université de Washington, et cette université de Washington, par les publications qu'elle va faire, elle va recevoir de l'argent. Donc c'est clair que les joueurs, eux, ce qu'ils donnent, c'est du temps de travail, étant donné que c'est productif, mais ils vont pas recevoir de l'argent. Maintenant, nous, ce qu'on a décidé, en fait, c'est de ne pas rester focalisé sur l'argent, et voir si ça pouvait faire partie d'autres valeurs. Et par exemple, c'est pour ça que nous on a parlé de la fierté, et les joueurs l'acceptent dès le début, vu que ils en sont totalement conscients. Donc en fait, c'est pas comme s'ils donnaient de leur temps d'activité pour rien, mais c'est simplement une autre forme que l'argent, et une autre forme qui est totalement acceptée et qui est même enthousiasmant pour les joueurs. Donc moi j'ai de la peine à voir ça comme une exploitation, étant donné que les joueurs savent très bien ce qu'ils font, et puis que c'est simplement une autre forme, on ne reste pas centré sur l'argent. Je trouve que tu as bien résumé ce que je voulais dire. C'est vrai que nous, on a l'habitude de concevoir le travail comme étant producteur de valeur monétaire. Et puis, c'est peut-être ça, surtout l'influence du système capitaliste. C'est notre façon de penser le travail. Sauf que là, les gens ils sont tout à fait contents d'être récompensés en valeur symbolique. Et en plus de ça, eux-mêmes, ils perçoivent le sens de leurs actions, puisqu'ils participent à la création du matériel fini, et que c'est surtout ça qui, j'ai l'impression, qui les botte, que ce soit l'éthique à la fin, ou le matériel, si on parle d'un jeu, que ce soit le jeu fini. Du coup, je pense pas que la critique, elle a pas de sens, parce que je pense qu'elle a toujours sens, et c'est intéressant de voir un peu les rapports économiques qu'il y a là-dedans, mais je pense qu'il faut... Enfin, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec une vision trop manichéenne des méchants éditeurs. Je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense que d'abord il faudrait rajouter une petite dimension à ce que je disais, parce que étonné qu'on parlait justement des barrières entre le public et les producteurs qui seraient déjà très, très fines. Forcément qu'il y en a certains qui en profitent aussi pour produire, pour se faire connaître, etc. etc. Et de deux, après, je sais pas à quel point ils le savent, qui sont justement... et qui sont des pions, et puis qu'en fait ils servent une entreprise derrière. Après ils peuvent croire ce qu'ils veulent, s'ils sont un peu genre ça. S'ils veulent bien croire qu'ils aident la grande cause du bon jeu vidéo dans le monde, mais qu'ils le croient, et enfin tant mieux pour eux. Voilà.
Disons, je pense qu'il y a quand même aussi une dimension qui peut être aussi intéressante à prendre en compte, c'est que est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'une forme de participation des joueurs, notamment pour du développement de l'indie game, pourrait être vue comme une forme de résistance, si on reste dans un schéma assez marxiste, comme une forme de résistance par rapport à des gros poissons, des gros éditeurs qui se font des dizaines de millions de bénéfices, dans le sens où c'est une façon de créer un autre type de jeu accessible à un certain large public et de faire vivre en fait une plateforme, disons un jeu indépendant en dehors en fait du champ classique, on va dire. Oui, je pense qu'on peut voir une forme de résistance, comme on peut voir la création même de jeux vidéo indépendants souvent comme des résistances, simplement par le fait de raconter des histoires qui sont aussi différentes et de créer des gens qui sont différents pour des populations marginalisées, etc., ou des jeux qui sont qui parlent plus de certains thèmes que d'autres, alors que le jeu vidéo mainstream a souvent le petit problème d'avoir un petit problème de diversité, comme on a ce soir. J'essaie de revenir à ce que je disais. Après, oui, je pense qu'il peut y avoir quelque chose assez de l'ordre de la résistance. Après, je veux dire, dans le cadre de mes enquêtés, enfin, c'était des gens qui avaient fait des sciences économiques et puis qui avaient un background dans leur vie et qui au final n'étaient pas tellement des résistants que j'allais retrouver le 1er mai dans les défilés, hein, mais si je simplifie. Mais donc, je pense qu'il y a probablement un peu des deux, mais après, il reste une certaine forme. Dans un schéma marxiste, je dirais qu'il reste une exploitation du travailleur dans les grandes lignes. Ah oui, et par rapport à ça, c'est aussi que j'ai l'impression que beaucoup en tout cas soit de fans de jeux indépendants, soit de producteurs de jeux indépendants, justifient comme tel le fait de faire du jeu indépendant. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se justifient comme une contre-culture du mainstream, justement, et puis ils entretiennent aussi ça beaucoup, comme si c'était une marque de qualité aussi. Moi, j'ai une question. En tant que néophyte de la sociologie, quels sont les outils méthodologiques typiques pour étudier le jeu vidéo que vous avez développé lors de votre travail ? Disons que dans le séminaire de recherche qu'on donnait avec Philippe, qui n'est plus là. Ah oui, pardon. C'était surtout une approche ethnographique qui consiste à faire de l'observation directe, donc incarnée, donc aller vraiment sur le terrain. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on peut imaginer une certaine diversité de méthodes, mais le fondement était quand même l'observation en premier lieu. D'accord. Bon, juste, il y avait plein de méthodes différentes, mais par exemple, je peux expliquer la nôtre. Nous, donc on a appelé ça, enfin c'est plutôt de l'observation participante, c'est-à-dire que on s'est observé nous-mêmes, on a observé les autres et l'interaction qu'il y avait entre les deux. Et puis en fait, notre manière à nous, c'était de jouer au jeu. Et puis en même temps qu'on jouait au jeu, on enclenchait une capture d'écran, enfin un film qui filme l'écran. Et puis aussi le micro. Et puis en fait, pendant qu'on jouait, on parlait pour dire un peu ce qu'on ressentait, etc. Et puis après, en fait, on regardait la vidéo de nous en train de jouer. Puis là, on essayait d'avoir un autre regard. Voilà, ça, par exemple, c'était une des méthodes. Voilà. Ouais, donc il y a aussi on a aussi beaucoup utilisé l'analyse discursive, par exemple les articles de journaux ou des commentaires des gens sur les forums. Moi, j'avais bien apprécié dans le travail de Romain le fait que ça soit plus sur le background un peu historique et puis un peu sur la structure de façon très globale. Et du coup, ça apporte des éléments d'analyse qui sont assez différents, mais qui du coup permettent de voir des choses aussi très différentes, que ce soit ici sur du très petit comme nous on a fait, sur des aspects beaucoup plus économiques comme Sébastien. Et puis je trouve que voilà, c'est pas une méthode fixe, mais c'est plutôt pas mal d'adaptations qui permettent de donner des résultats très, très différents. C'est juste, ça me permet de rebondir sur un point assez important, c'est que les trois groupes permettent d'aborder en fait plusieurs perspectives d'entrée sur l'enquête. On voit qu'il y a un groupe où c'était une perspective assez d'outsider, c'est-à-dire où vous n'aviez aucune connaissance du jeu, et d'autres personnes qui étaient vraiment déjà insérées bien dans le milieu, ce qui fait qu'il y a déjà une différence à ce niveau-là dans la façon dont on va mener l'enquête. Ça permet en fait de voir des différences dans la finalité de l'enquête, où justement l'enquête de Sébastien ou de Romain permettent en fait de ressaisir comme une explication sociologique assez macro, c'est-à-dire tout un background justement historique, tout ce qui est, disons, de ressaisir plus facilement les enjeux aussi qu'il y a derrière, c'est les enjeux économiques, quelles sont les valeurs qui sont importantes dans chaque milieu. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez important dans la manière de mener une enquête, à mon avis, qui a beaucoup compté aussi dans le type de résultat auquel
les différents groupes sont parvenus. Pour revenir à ta question, ce que j'ai trouvé intéressant avec les 3 présentations, c'est que vous avez utilisé des outils en guillemets classiques de la sociologie. Alors on va pas dire la sociologie classique parce que ce serait un nouveau débat. C'est peut-être pas une table ronde qui va intéresser l'association Pixel. Mais en fait, la richesse, elle se trouve dans l'utilisation d'outils classiques ou méthodologiques de la sociologie. Tu parlais de spécificité en lien avec les jeux vidéo. En fait, là, l'intérêt, il se trouve ailleurs. Il se trouve dans l'usage classique de méthodes classiques. Et vous décrivez des choses qui sont très riches. De manière générale, les études des jeux vidéo, il me semble, maintenant utilisent, par exemple, il y a des personnes qui voudraient développer des nouvelles théories ou des nouvelles méthodes, notamment un chercheur, Espen Aarseth, au Danemark, qui a reçu un fonds gigantesque pour avoir des nouvelles théories des jeux vidéo. Et à mon avis, on est là vers quelque chose qui est un petit peu trompeur, parce qu'en fait, on voit la richesse de leur utilisation. Et pour l'instant, de ce que j'ai lu, des nouvelles théories en lien avec les jeux vidéo et la spécificité d'une méthodologie des jeux vidéo, elle est plutôt pas foireuse, mais un peu tristounette pour l'heure. Donc merci à eux d'avoir utilisé quelque chose qui rend en fait le monde des jeux vidéo extrêmement riche à décrire et à comprendre grâce aux sciences sociales. Bravo. Dans son travail, Romain mentionnait le lien qu'il y avait entre l'univers in-game et l'univers IRL, donc in real life. Je ne sais pas si vous avez été confronté aussi à cette interaction dans vos travaux. Et comme Romain a aussi pas trop eu l'occasion d'en parler, je ne sais pas si tu veux en dire un mot. Et dans quelle mesure ça a pu influencer vos recherches? Enfin, moi, dans mon travail, c'est justement très clair que l'interaction dans la vraie vie, IRL et in-game, elle est extrêmement forte. J'aurais presque tendance à dire que ce qui se passe dans l'in-game se répercute vraiment très très fortement sur la vie réelle. Si un joueur gagne une compétition, c'est pas qu'un jeu qu'il a gagné, c'est $18 000, c'est 4 mois de salaire, c'est de l'ego, c'est de la reconnaissance sociale, c'est tellement de choses en fait. Et c'est aussi un autre truc que j'ai vraiment remarqué en fait, c'est que si vous sentez pas bien dans votre peau, dans la vie réelle, et que vous jouez dans le jeu, vous allez être mauvais dans le jeu. Et si vous êtes mauvais dans le jeu, ça va vous faire vous sentir mal dans la vie réelle. Tellement en fait ça a pour vous d'importance le jeu en fait quand vous investissez autant que ça dans votre vie, quand le jeu compte autant pour vous que ça dans votre vie. Dans le cadre de notre travail, je pense que ça se situe surtout au niveau comme l'expliquait Thomas, du récit qui a lieu dans leur jeu, et qui du coup influence sur comment les gens ils considèrent la science, ce genre de choses, et qui est quand même assez différente de l'expérience qu'il y a in-game, qui se relève, qui a l'air assez banale, quoi. C'est juste jouer à un jeu vidéo. C'est vrai que c'est surtout à ce niveau-là que j'ai l'impression qu'il y avait un conflit un peu qu'il y avait ces 2 dimensions qui étaient en lien dans notre travail en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part de l'audience? C'est-à-dire j'ai du mal à me rendre compte, je connais pas du tout les jeux indépendants, mais où est-ce qu'ils sont diffusés? C'est-à-dire que je sais qu'il y a des jeux indépendants qui sont diffusés sur Steam, et du coup économiquement ça me pose des questions dans le sens où Steam choisit un peu de mettre en avant ou pas les jeux indépendants. Et non, pas tant que ça. Puis du coup, je voulais juste poser des questions autour de ça en fait. À quel point les jeux où sont en fait répertoriés, où peut-on télécharger ces jeux indépendants? Alors, les jeux indépendants, suivant les genres, tu vas les trouver sur des forums spécialisés déjà. Tu vas trouver par exemple... je vais donner les exemples de ce que je connais le mieux, le jeu narratif, donc c'est-à-dire les croisements entre romans et jeux vidéo. On les trouve sur Lemasoft. C'est vraiment qu'il y a Lemasoft, c'est le nom d'un forum. Après, soit on les trouve au niveau du téléchargement même, on les trouve soit sur Itch.io, qui est une plateforme qui fait office un peu de Steam aussi, mais un peu différente quand même, sur lesquelles on peut diffuser nos jeux comme on veut. Desura aussi, qui ressemble à Steam, mais qui est aussi beaucoup plus simple dans son acceptation des jeux. Et puis après, autrement, il y a toujours l'espoir Steam de passer par Greenlight. Et même une fois sur Steam, franchement, il faut déjà avoir la visibilité. Après, là, il faut payer pour la visibilité. Donc, Steam, on l'a souvent vu comme un Eldorado. Je suis sur Steam, je vais vendre des millions et des millions de jeux et je vais devenir riche. Non, c'est pas du tout ça. Je connais un développeur avec qui j'ai travaillé en convention qui me disait qu'en fait il allait retirer son jeu de Steam parce qu'en fait il lui demandait pour les paiements qu'il lui envoyait, il lui demandait, étant donné que c'était paiement international, il lui retirait de l'argent.
Et au fait, il perdait plus d'argent qu'il en recevait parce que son jeu marchait pas. Donc après, oui, on les trouve sur Steam, sur Itch.io. Desura, je connais très mal, mais après, le mieux, c'est les plateformes un peu spécialisées. Après, les sites généralistes qui vont des fois mettre des jeux indés en avant. Mais c'est les gros jeux indés. Et puis après, voilà, on en connaît 10 par année, des jeux indés qui marchent. Merci. Et je crois que effectivement, y a-t-il encore des personnes qui veulent réagir ? Si ce n'est pas le cas, moi je vais me permettre de réagir déjà pour remercier tous nos intervenants. Grâce à vous, on a eu droit à des présentations qui étaient à la fois très très riches, passionnantes, vous avez été charismatiques. À titre de membre de l'association, je suis très content de vous avoir reçu. À titre d'enseignant, je dois dire que je suis très jaloux, Philippe, car c'est le genre d'étudiant qu'on veut avoir, quoi. Et encore remercier aussi nos discutants qui ont bien aidé aussi à l'animation de cette table ronde et des questions tout à l'heure. Et je vous propose de mettre fin à cette soirée par les traditionnels apéritifs. Merci encore de votre attention, merci de votre présence. Et merci à toute l'équipe Pixel d'avoir soutenu aussi cet événement.